Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Maxime. Maxime, ça va la pêche? Nous sommes également avec Adrien la pêche. Ouais. Donc l'agence a-t-elle dépassé ses 100 exemplaires vendus? L'agence a dépassé ses 100 Oh là exemplaires là, vendus. c'est génial, c'est une excellente nouvelle. Alors que le jeu est sorti il y a combien de temps? Bah, je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser exactement ce podcast, mais grosso modo, Dans les mois il qui y a 5-6 mois. Ouais, c'est bien hein, quand même, c'est un beau score. Ouais. Nous sommes également avec Jeff. Jeff, ça va la pêche? La pêche, la banane, tout va bien. Nous sommes avec Vincent de chez Sci-Fi Universe. Vincent, ça va? Ça va. Auteur de Shan, tout ça, on te Oui, présente ça. plus. Célébrité. Ah, le... oui, oh. Et nous sommes également avec Et Vivien Féasson. les 100 exemplaires de Shan. Ah, mais vous pétez Facile, tout là en non, ce moment vous avec pétez Shan. tout, non Vous êtes en train de tout Ouais, péter. on est pas mal, ouais. Ouais. Vous allez Alors, vous combien de approcher milliers du stade où vous voulez éventuellement réimprimer. Vous aviez tiré à 1000 et On vous a arrivez. tiré à 1000, on doit être à 800 là, je pense. Ouais, c'est donc vous allez éventuellement réimprimer. Tu sais pas encore. C'est pas... On devrait réimprimer Ouais. normalement. Yes, c'est bon ça. Hein. Et là, c'est pareil, c'est un jeu qui est sorti assez récemment en fait. Hein. C'est un jeu qui est sorti au mois de janvier. Ouais. C'est Donc superbe. C'est plutôt Ouais. pas mal, ouais. Vivien est avec nous également, auteur des Errandukyo, de Perdu sous la pluie. T'as d'autres projets dans les cartons? Plein, d'état. Faudra juste mener ça à Et bien. est-ce que ce sera des œuvres ou est-ce que ce sera des produits? Parce que c'est le thème du podcast, figure-toi. Pourquoi c'est toujours par moi qu'on commence? Je suis les plâtres. Alors non, vous t'inquiète, Vivien, je vais pas te balancer une patate chaude comme ça dans la tronche dès le départ. Je vais introduire ce podcast. Alors je sais pas Mais il pourrait quand exactement même répondre, non? dans quel. Bah on va le faire. Oh t'inquiète, il y a pas de souci. Je répondrai en On temps va lui et en heure. redonner le micro. Moi, c'est quelque chose que j'avais pas très bien compris il y a encore pas mal de temps, cette distinction entre l'œuvre et le produit, et que j'ai compris au festival de Cannes avec quand j'y suis allé avec Vincent cette année. Je suis arrivé dans le festival de Cannes et je me suis aperçu que j'avais, mais alors, pas du tout ma place dans ce festival. J'ai vu des boîtes colorées, des gens qui jouaient avec leur famille, qui venaient avec des règles, qui voulaient des choses tout de suite, avec des règles en 3 minutes. Et moi, j'étais avec le Val, avec un livre de 200 pages, des règles qui s'expliquent en 40 minutes, l'impossibilité totale dans ce brouhaha finalement d'imposer un rythme de jeu qui soit fun. Il y a des gens qui venaient en groupe. Or, le Val est un jeu de duel, c'est compliqué. Enfin, bref, je me suis rendu Des compte que j'étais... illustrations austères, un Tout peu, à fait, des un illustrations jeu de cartes traditionnel, c'est donc pas clair. plein de couleurs. Et là, j'ai compris, il m'est revenu des phrases que des éditeurs étant venus à la maison quand je développais le Val me disaient mais ça marchera jamais. Le Val, ça... Et en fait, maintenant, je comprends que tous les deux, cet éditeur-là qui me disait le Val, ça ne marchera jamais, et moi, nous sommes dans deux paradigmes qui sont totalement différents. Que on ne cherche pas finalement à faire la même chose. J'ai notamment eu pas mal de prises de bec avec quelqu'un qui s'appelle Jérémy Rueff, qui est un éditeur qui travaille dans le milieu du jeu de rôle, mais pas que, et qui souvent se prend la tête avec moi sur Internet en disant « Toi, Romaric, tu ne peux pas parler du métier de l'édition parce que tu ne le connais pas. Tu n'es pas éditeur. » Et souvent, je lui réponds « Attends, c'est pas vrai, Jérémy, je suis autant éditeur que toi, regarde ce que je fais du community management et tout ça. » Et je comprenais pas pourquoi on s'engueulait, en fait, parce que on parlait tous les deux du métier d'éditeur, mais on n'était jamais d'accord. Et puis quand je disais un truc, lui, ça le révoltait que je dise ça, et inversement. Et donc je pense que si on n'était pas d'accord, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas un éditeur. Le rôle de l'éditeur, c'est de faire correspondre quelque chose à l'un de ces deux paradigmes, à savoir le paradigme de l'œuvre ou le paradigme du produit. Et en fait, pourquoi on n'était pas d'accord? Parce qu'on croit avoir le même métier. Parce qu'on fait des livres tous les deux, on fait des jeux tous les deux. Mais en fait, on n'a pas le même métier. Parce que lui, son but, c'est de produire des livres qui soient des produits, et moi, de produire des livres qui soient des œuvres. Et là, j'entends tous les auditeurs qui se lèvent de leur siège et qui disent « Quel gros prétentieux, ce Romaric, il dit que il veut faire des œuvres et pas des produits, etc. etc. » Mais c'est parce qu'en France, on a un problème avec ça. Et Maxime, tu vas intervenir Non, les gens s'énerveront pas parce que tu dis que tu fais des œuvres, ils s'énerveront parce que tu dis que les autres font des produits. Voilà, exact. Ou alors oui, peut-être, l'un ou l'autre. Mais en fait, Je confirme. ouais, ça paraît choquant quand on dit ça. Et du coup, Est-ce que tu me permets une reformulation? ouais, si Tu tu veux. dis œuvre-produit, est-ce qu'on pourrait reformuler en disant, pour l'éditeur qui fabrique selon toi un produit, au final, ce qu'il a besoin, c'est d'assurer un salaire pour ses employés, d'assurer un On va en un parler. revenu. Ça va être... En fait, je voudrais Tandis que juste. pour toi, t'es hors de cette... J'introduis le podcast et on va détailler D'accord. après. Et on aura l'occasion de. Et en fait, moi, selon moi, le problème en France aujourd'hui par rapport à ces discussions, c'est qu'on a l'impression que celui qui dit qu'il fait des œuvres, il est supérieur à celui qui fait des produits.
on a le présupposé que quand quelqu'un vient et dit moi je fais une œuvre, eh ben il dit en fait moi contrairement à vous, je fais des œuvres, je ne fais pas des produits. Et ça moi-même, si on écoute les anciens podcasts de la cellule, j'ai pu avoir ce présupposé autrefois. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Et tu depuis l'as le plus festival de Cannes, je ne l'ai plus. J'ai compris en fait. J'ai compris. Donc désolé Jérémy, il m'aura fallu du temps, j'étais long à l'allumage, mais le jour où je suis rentré dans ce festival et je me suis dit ici, je suis une merde. Ici, j'ai beau dire oui, faut faire des œuvres, etc. Ici, au festival de Cannes, je suis une merde. Mon jeu, je suis inadapté. Je suis le roi des cons parmi ces gens, parce que eux, ils sont parfaitement adaptés à ce que ce festival attend. Et donc j'en viens à cette idée que l'œuvre ou le produit, il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Il y a pas, alors que moi, j'ai longtemps cru que, voilà, faire des œuvres, c'était préférable à faire des produits. Mais ça, je ne le crois plus. Et voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast. Et je voudrais qu'ensemble, on discute du paradigme de l'œuvre et du produit, et ensuite d'en voir les conséquences. J'aimerais qu'on fasse un rapide tour de table, ici, pour que vous puissiez, mais Maxime, si ça te fait chier, on commence pas par toi et puis tu verras, t'auras peut-être des choses à Non, réagir. justement, autant commencer par celui qui a rien à dire. Ça D'accord. peut être mieux après. Est-ce que tu peux faire, est-ce que tu pourrais te dire quelle distinction toi-même tu fais entre l'œuvre et le produit? Est-ce que tu pourrais te dire quelle est la distinction que tu feras entre les deux? Spontanément, je vais être, tu vas me détester, mais j'en fais pas vraiment. Il y a une démarche il y a une démarche produit, il y a une démarche œuvre. Et Oui, mais justement, quelle est la démarche, quelle est cette et un différence? même bouquin peut faire les deux. C'est-à-dire qu'un éditeur peut tenir compte du fait qu'il a envie, pour moi, de créer, d'encourager l'œuvre créée par l'auteur, tout en tenant compte d'une démarche produit qui est, attention, c'est bien le texte qu'il y a dedans, mais il faut aussi qu'il soit vendu. Donc, il faut aussi faire une couverture et tout. Et pour lui, dans sa tête, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas un problème de cohérence entre les mots qui sont écrits et ce qu'il y a autour. Je sais que t'es pas d'accord, mais moi, je pense qu'il pense comme ça. Pour lui, il n'y a pas de problème entre, il y a les mots et il y a la façon dont ils sont mis en place et dont ils sont mis en page. Et l'un doit soutenir l'autre, mais si ça soutient au passage le fait que ce soit vendu, c'est pas gênant. Et c'est même mieux de l'orienter comme ça. Donc en fait, alors juste rapidement, s'il faut résumer ta pensée, parce que tu réponds, enfin, je pense que tu réponds un peu à côté de ma question, mais c'est pas grave, ça parce permet que de voir. ouais, Juste pour résumer ta pensée, c'est de dire qu'en fait pour toi, il n'y a pas de deux paradigmes qui s'excluent mutuellement. Voilà. Et donc du coup, quand je te demande quelle est la différence entre l'œuvre et le produit, tu me réponds, il n'y en a pas. Donc, il y en a autant qu'il y a de bouquins différents qui existent, quoi, en fait. Mais donc du coup, la question, donc du coup, ce podcast sur l'œuvre et le produit, toi, il ne te parle pas. c'est pour ça que je t'avais dit, moi, ça me parle pas parce que il y a deux démarches. Ouais. Si on considère qu'une œuvre, c'est une espèce de truc transcendant qui va révolutionner les pensées des gens qui vont le lire, telle que une imagerie romantique, en fait, truc. Et voilà. Une imagerie romantique. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Non. Mais si on imagine ça et que d'un côté, le produit, le truc qui est pensé uniquement pour être vendu, je suis désolé, ces deux trucs-là n'existent pas dans le jeu de rôle. Le sens, alors c'est très bien, vraiment excellent, parce que ça me permet vraiment d'expliquer quelque chose de très important. Pourquoi est-ce qu'on paraît prétentieux quand on dit qu'on fait des œuvres? Parce qu'on a l'impression que cette personne dit « je fais des œuvres » au sens où là tu l'as défini, des choses qui vont révolutionner l'humanité, etc. Mais ça, personne ne peut faire ce genre de choses, parce que ce n'est pas à lui d'en décider. Et donc à mon avis, on emploie le mot « œuvre » pour deux choses différentes. Première chose, une entité, un produit culturel qui a révolutionné l'humanité, qui est devenu une œuvre. Et ça, je suis d'accord que un produit, un objet, quelqu'un qui voulait faire une œuvre, ça peut devenir une œuvre au sens, on va dire une grande œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Voilà, parfait, excellent. On va parler d'œuvre et de chef-d'œuvre à ce moment-là. Excellent. Ça, c'est super, Vincent. Donc, du coup, le chef-d'œuvre, d'accord? On s'entend sur l'idée que le chef-d'œuvre, c'est l'œuvre qui va révolutionner l'humanité. En fait, ce que tu sous-entends, que ma position sous-entend, que quand on crée quelque chose, c'est nécessairement un produit. Mais le fait que ça devienne une œuvre, même si on voulait le faire, c'est pas nous qui aurons autorité pour le dire, ça sera a posteriori. Alors, c'est ça, au sens de chef-d'œuvre. Par contre, je dis que moi, personnellement, en tant qu'éditeur, mon but, c'est de faire des œuvres. Après, je ne présuppose pas qu'elles deviendront des chefs-d'œuvre ou pas. Ça, c'est pas à moi de le dire. C'est à l'histoire, aux lecteurs, etc. Par contre, moi, ce que je veux, c'est faire des œuvres. Moi, je pense qu'on peut faire soit des œuvres, soit des produits, être éditeur de l'un ou de l'autre, et que le produit peut devenir un chef-d'œuvre plus tard, comme l'appel de Cthulhu, par exemple, qui fut peut-être autrefois un produit ou qui fut peut-être pensé comme ça et qui aujourd'hui pour moi est un chef-d'œuvre au sens où il a marqué durablement l'histoire du jeu de rôle ou des dés ou je ne sais quoi. Et tu vois, moi je prétends pas faire des chefs-d'œuvre, je prétends faire des œuvres, c'est-à-dire on va dire un produit particulier.
un produit avec un cahier des charges particulier. De la même manière que, voilà, Adrien. Moi, la différence que je vois entre ton œuvre et ton produit, c'est le point de vue de la personne sur l'objet. C'est-à-dire que la même personne, C'est cool de retourner livre, dans le plan. un livre peut être pour l'auteur son œuvre, c'est-à-dire c'est son bébé, il lui a mis des choses personnelles, il a quelque chose à défendre, à dire, etc. Il va voir un éditeur, on va dire un éditeur traditionnel, lui, c'est quelque chose qu'il va avoir à placer dans des rayons, qu'il va avoir à vendre, qu'il va avoir à développer pour pouvoir rémunérer l'auteur, pouvoir rémunérer les illustrateurs, pouvoir faire vivre ses salariés, les secrétaires, les que sais-je. Je ne connais pas exactement tout ce qu'il y a derrière le monde de l'édition. Et donc lui, il va le voir comme un produit. De la même façon qu'un gérant de magasin, il a des produits à placer sur ses étagères parce qu'il a des salaires à payer. L'œuvre, il y a un aspect sentimental pour moi derrière. Tu penses qu'il n'y a pas de mécène dans le milieu du jeu de rôle qui verrait justement l'aspect œuvre apporté par un autre et qui voudrait soutenir cette démarche, comme on peut le voir dans le milieu des arts en général? C'est possible. J'essaye de voir j'essaye de voir la distinction, on va dire, des archétypale, on va dire. C'est-à-dire que typiquement, quand Romaric dit qu'il fait des œuvres et pas des produits, et je ne fais pas de chef-d'œuvre, je fais des œuvres, encore une fois. Je pense que Romaric, en fait, là-dedans, il n'est pas éditeur en fait de ses œuvres. Il est surtout auteur de ses œuvres, c'est-à-dire que il se voit peu comme éditeur de sens. C'est toi mon éditeur en fait. Bah oui, c'est ça. Toi et Natacha. C'est ce que je te dis assez souvent. Ouais. Au final, c'est que c'est nous, tes relecteurs, les gens qui te faisons des critiques, des retours, des machins, qui avons cet aspect éditeur. On va dire non mais ça c'est pas très clair. Les MJ vont pas comprendre. Voilà, et ça. Donc tu vas pas être bankable entre guillemets. Tout à fait. Parce que les gens vont s'arrêter, vont dire non mais c'est trop obscur, on s'arrête Vous là. Vous assurez la transmission de ce que je veux, mais tu vas toujours en respectant ce que je veux transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Vous n'êtes pas là en tant qu'éditeur pour me dire non ça c'est pas bankable. Vous êtes là pour me dire ça. Je sais quelle est ton idée derrière. Il y a un aspect de bankable quand même parce que si on te dit ça c'est incompréhensible par un meneur. Il faut le comprendre comme un gars va relire ça, il va faire une critique, il va te dire j'y comprends moi rien. Adrien, je le prends jamais comme ça. Pour moi, quand tu me dis telle phrase est mal formulée, ce que tu veux dire c'est je vois ce que tu veux dire Romaric et je pense que tu l'exprimeras mieux en disant ça comme ça. C'est pas pour le rendre bookable, c'est pour la rendre fidèle à mon truc parce que à aucun moment tu m'imposes, tu vois, tu me proposes, vous faites que des propositions à aucun moment et à la fin c'est moi qui fais les choix. Donc oui, bien sûr. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Alors juste rapidement pour revenir sur ce que tu disais Adrien, pour bien qu'on comprenne, pour toi la distinction finalement entre l'œuvre et le produit, c'est que l'œuvre est le fruit d'un travail d'auteur, alors que le produit est le fruit d'un travail d'étude de marché. Je vais te renvoyer au podcast sur l'emballage. Ouais, mais ce podcast sur l'emballage, on a beaucoup parlé de marketing et finalement pas assez de travail éditorial. Oui, mais on parlait aussi du fait que l'emballage, c'est tout ce qui se fait au-delà du travail de l'auteur. Donc ça veut dire que quand je refile mon texte à Maxime pour qu'il mette ses illustrations, pour qu'il fasse sa mise en page, c'est aussi une partie d'emballage. Et du coup, c'est une partie de l'objet devient un produit. Oui, mais tu vois, Adrien, le problème de ton modèle, c'est qu'il présuppose que avant tout produit culturel, il y a d'abord un auteur qui fait une œuvre, puis un éditeur qui le transforme en produit. Alors ça, c'est pas vrai. Il y a des éditeurs qui pensent directement leur travail comme étant un produit. Oui. Je prends par exemple l'exemple de Sans Détour, par exemple. Il y a certains de leurs projets, comme par exemple les projets qu'ils font sur Cthulhu, qui sont directement pensés pour séduire un certain marché, qui est donc voilà. Et ça c'est bien de faire. Et moi avant, tu vois, on m'aurait dit ça, j'aurais dit scandale, ces gens ruinent le milieu du jeu de rôle et tout. Et en fait, j'ai compris en travaillant avec les gens de Sans Détour, en discutant avec eux, aux côtés de leur stand à Cannes, j'ai compris en fait que non, c'est-à-dire qu'ils pensent certains de leurs travaux comme des produits pour plaire à un certain secteur, que c'est bien, que ça leur permet en fait de récupérer ensuite de l'estime de la part de ce secteur, de l'argent éventuellement, comme ils l'ont montré très bien avec la souscription pour la V7, et en fait derrière de proposer des choses qui sont plus de l'ordre de l'œuvre, où ils invitent des auteurs à vraiment exprimer et voilà, et c'est ça le modèle que j'avais pas compris. Ça rejoint ce que Vivien appelait le mécénat tout à l'heure. Ouais, mais je crois que ça c'est bien. Enfin, j'ai l'impression que ça a ses limites au bout d'un moment, toujours dire oui, alors le produit il est là pour permettre ensuite de. Non mais il y a des gens qui le veulent ce produit-là. Voilà, heureusement qu'ils sont là. Ils font du bien à des gens. C'est le produit en lui-même déjà à la base. Après peut-être que l'argent, une partie peut être versée dans le truc, mais le but si on fait des produits, c'est parce qu'il y a des gens qui en demandent, parce qu'on a décidé d'être dans ce créneau et ce qui n'a rien de honteux en soi quoi. Et attention.
ce produit qui est la V7 de Cthulhu sera peut-être plus tard, historiquement, le chef-d'œuvre de Sans Détour. On n'en sait rien. C'est-à-dire que ça, c'est l'histoire qui le dira, en fait. Donc, le fait d'avoir envie de faire un produit à un moment donné, quand tu t'appelles Mozart, on ne sait pas si plus tard l'histoire te retiendra ce produit. À un moment donné, tu as fait un produit, bah voilà, pour toi c'est un produit parce que tu n'y as pas mis tes propos, tu as cherché plutôt à le vendre à quelqu'un, en fait, et du coup, mais l'histoire l'aura retenu comme un chef-d'œuvre parce que ce jour-là, ces contraintes-là. C'est un peu compliqué. Moi, je sais pas si Mozart il se considérait comme un fournisseur de produits. Il a été sur certains projets. Alors, Mozart a écrit dans ses carnets qu'il en avait marre justement de faire des produits à un moment donné et qu'il avait hâte de faire ses propres œuvres. Il a dit à un moment donné dans ses carnets, alors je le cite de mémoire parce que c'est du téléphone via Fabien parce que c'est Fabien qui m'a parlé de ça dans un carnet, dans une correspondance et moi je le recite. Mais en gros, il explique qu'il en a marre à un moment donné dans une lettre. Il explique j'en ai marre de faire des commandes, j'ai hâte de faire mes propres travaux. Donc ça veut dire qu'il a bien fait des commandes et là dans ce cadre-là, il fait des produits puisqu'il répond à un cahier des charges qui est fixé par un employeur. Maxime. En fait, ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que la différence fondamentale que tu fais entre œuvre et produit, c'est la démarche financière. Non, c'est les sous. J'ai l'impression que dès qu'on parle, en fait, j'ai pas encore donné ma distinction. J'ai l'impression que dès que tu parles de produit, moi j'entends sous, j'entends vente. Moi j'entends carnet de commande. Non, commande extérieure en fait à la personne. Satisfaction d'un marché. C'est pas forcément argent. Donc, diffusion. Par exemple, tu peux faire un produit dans le cadre du commande extérieure. Tiens, juste un exemple pour moi. Tu peux faire un produit dans le cadre des restos du cœur. C'est-à-dire en fait un produit qui est pas forcément destiné à être vendu, tu vois, mais qui a pour but de satisfaire ton but. Tu vois, par exemple faire un bon repas pour les restos du cœur, par exemple, quand t'es voilà, c'est pas une œuvre, mais ça satisfait et c'est gratuit. Est-ce que tu comprends, Maxime? Non, tu comprends pas? Bon, j'en reparlerai après parce que j'ai pas encore donné ma distinction. En fait, donc Vincent. pour toi, c'est l'intention de base. Ok, donc vous voulez que je vous donne mon... Non, mais je sais pas, c'est l'intention de base. Soit tu donnes au public ce qu'il veut, soit tu imposes au public quelque chose qu'il n'attendait pas. Pas du tout, c'est pas ça. On fait le tour ou pas? Ou je voulais que je vous donne ma définition parce que j'ai l'impression qu'en fait, en tant qu'animateur, j'empiète un peu sur vos trucs. Ouais, je suis désolé. Jeff. Moi, je pense que... La distinction que tu fais entre l'œuvre et le produit. Un petit élément de réponse, effectivement, je suis assez d'accord en disant qu'il y a le paradigme de l'œuvre et le paradigme du produit, mais les deux, pour moi, ont un socle commun. Il y a un point commun entre les deux. Et donc, pour le côté œuvre, j'ai tendance à dire... Quel est ce point commun? Ce point, je pense qu'on peut y arriver à ce point commun. Je m'explique. Mais pour moi, c'est... Ouais. Ce que j'ai envie de dire, moi, personnellement, c'est que au niveau de l'œuvre... c'est plutôt, il y a une démarche assez personnelle. C'est-à-dire, ça va être une création où justement, la personne a envie de dire quelque chose et pourtant on lui a peut-être pas donné la parole. On appelle ça un propos. Voilà. Et du côté du produit, ça va être, moi de façon basique, c'est comme ça que je vois la chose. Le produit, c'est de répondre à une demande. C'est-à-dire, le truc tout con, t'es en convention, tu discutes un peu avec les gens, et puis le mec te dit, j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de jeu, ou bien c'est bizarre, j'en ai pas trouvé, tu peux me conseiller. C'est ce qui m'est arrivé quand j'étais à Eclipse notamment. Quelqu'un est venu me parler de ce genre de choses. Ça peut être très bien, tu regardes sur les forums, ou je cherche un jeu sur l'Égypte, je sais pas, je dis une connerie comme ça. Et donc là, effectivement, le produit va peut-être être là, va être amené, parce que justement, pas mal de monde réclame quelque chose dans ce sens-là, et du coup, là, le produit va être plutôt un objet qui va être pour répondre à une demande. J'espère que je suis clair là-dessus. Et l'autre truc aussi que je voulais dire, j'attendais d'avoir la parole pour ça. T'es très clair et c'est exactement ma distinction, Jeff. Bon, nickel, tant mieux, merci Romaric. Non, et surtout, je pense que le truc, et ça j'espère que les auditeurs le comprendront bien, c'est-à-dire que je pense que quand on trouve arrogant, c'est-à-dire ta position, Romaric, ouais. La position de dire moi je veux faire une œuvre. Ouais. Je pense que derrière c'est le côté visionnaire qui fait chier les gens. Non, moi je pense pas. Moi c'est que les gens entendent derrière œuvre, ils entendent chef-d'œuvre. Ils entendent chef-d'œuvre, je suis d'accord avec toi, mais alors moi je ne prétends pas faire des chefs-d'œuvre. Est-ce que le chef-d'œuvre c'est une histoire est-ce que c'est une histoire d'un côté visionnaire? Je m'explique. Généralement j'entends visionnaire, j'entends chef-d'œuvre aussi. Moi c'est ce truc là, c'est-à-dire que souvent je suis assez d'accord en disant que c'est le public qui dira au final c'est un chef-d'œuvre. Et je dis bien chef-d'œuvre, j'ai pas dit œuvre, parce que effectivement t'as ce côté visionnaire où t'as des gens qui vont se dire putain l'innovation est bonne, l'auteur ou son objet ont eu un point de vue qui était vraiment original ou ça partait dans une direction peu vue, et c'est ça le côté visionnaire. Et je pense que quand quelqu'un dit quand il y a la confusion entre l'œuvre et le chef-d'œuvre, et
je suis peut-être pas super cohérent, désolé. Non, c'est pas ça. Mais la chose est de dire, je fais une œuvre, les autres vont dire, ah bon, d'accord, tu te prends pour un visionnaire. Le problème du mot visionnaire, c'est qu'il ne peut être donné que a posteriori sur un auteur dont historiquement. Mais le problème, c'est qu'il y a des tas de gens qui font des œuvres qui sont totalement hors sol du point de vue des contraintes éditoriales que pourraient avoir ceux qui cherchent à faire des produits pour tel marché, et qui seront juste des merdes dont on n'entendra plus jamais parler après. Et ceux-là, on les appellera pas des visionnaires. Pour autant, ils auront été hors sol, ils auront été à part, ils auront été à côté à un moment donné. Ils auront été complètement à côté du marché. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui. L'idée de visionnaire suppose que justement ce soit un chef-d'œuvre, parce que c'est quelqu'un qui a fait quelque chose à un moment donné comme une œuvre et qui a eu la chance que l'histoire le retienne comme quelque chose de visionnaire. Et c'est ce que j'essaie de dire, c'est que la confusion pour moi elle est là, si tu veux. Oui, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a le distinguo, et Vincent a tout à fait raison là-dessus, il y a un bon distinguo de dire œuvre et chef-d'œuvre. Parce qu'effectivement, pour moi, chef-d'œuvre sous-entend effectivement le côté un peu visionnaire. Suis-moi, j'ai vu quelque chose, viens avec moi, on va partir dans une direction donnée. Après, que l'auteur qui fasse des œuvres ait la sensation pour lui-même que ce qu'il fait c'est un chef-d'œuvre, oui, ça semble logique parce qu'en fait, c'est normal qu'on soit fier de son travail, ou c'est normal. Chacun intimement est convaincu que ce qu'il fait c'est important et que sinon il le ferait pas. Je pense que pourquoi s'emmerder sinon il y a tellement de façon d'œuvres, de produits, de ce qu'on veut partout. Si on n'est pas convaincu que on est là pour apporter un truc nouveau, voire même plus, parce que quand on voit le temps que ça prend, ce que ça rapporte, il faut une conviction de ouf quoi pour se lancer là-dedans. Sinon. Je crois que le point ça va jouer au niveau de l'innovation finalement aussi quelque part. C'est peut-être l'un des socles communs entre le paradigme de l'œuvre et du produit. C'est que les deux, je pense, quelque part, vont chercher à innover quelque part. Sauf quand c'est qu'une affaire, un petit peu de sentiment, je parle au niveau de l'œuvre, ou que c'est une envie personnelle où tu cherches peut-être pas à innover. Oui, tout à fait. Tu cherches en fait à correspondre, à rentrer dans un cadre pour... Tout à fait. J'ai parfaitement compris ton point, c'est juste cette petite remarque autour du visionnaire qui présuppose, tu vois, que c'est un chef-d'œuvre en fait. Vincent, ta distinction entre l'œuvre et le produit. J'étais plutôt d'accord, ouais. Moi aussi, avec ce qui vient d'être dit. Mais après, je pense, un problème de terminologie. Œuvre et produit, c'est très très connoté. Ce sont deux mots très très connotés. C'est l'œuvre présuppose une démarche artistique, le produit présuppose un travail à la chaîne, un travail un peu. Tu vois, en fait, le presse-agrumes de Stark contre le presse-agrumes d'Ikea, quoi. On a une vision super romantique de tout ça. C'est-à-dire, on a l'impression que le mec qui fait des produits pour Sans Détour, c'est genre un mec qui travaille à la chaîne, etc. Alors que le gars qui fait une œuvre, lui, et ce serait quelqu'un de super intellectuel qui va, tu vois, il y a une espèce de connotation dans cette distinction absurde. Telle que l'a posée Jeff, tu peux avoir des produits géniaux et des œuvres à chier, quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais, tout à fait. Jeff, t'es d'accord avec cette idée ? Tout à fait, complètement. Moi, ce que je pense aussi, c'est... T'es pas d'accord, Maxime ? Ah non. Non. Là, j'avoue. Non, je pense que pour aller dans le sens du côté romantique, je pense que quelque part dans l'inconscient, l'œuvre c'est associé quelque part au sentiment, au fait. Moi, je veux, avec mon style, la façon que j'aime bien dire, l'œuvre, le mec, il l'a fait avec ses tripes. Façon de parler. Mais c'est un peu comme ça que j'ai envie de le voir. Dans la définition que tu donnes, c'est normal. Sachant que le produit, je pense que les gens vont peut-être avoir tendance, même moi y compris, de dire non, ça a été quelque chose de pensé. C'est rationnel. Mais justement, quelqu'un qui est bien capable de sentir un marché, bien capable de penser. Je pense que le distinguo, il est là aussi quelque part. Adrien. Non, alors là, je suis désolé, je suis absolument contre ça, parce que moi, ma manière de penser est extrêmement rationnelle, donc tout ce que je vais faire, que ce soit d'un point de vue artistique ou produit, ça va être rationnel. Donc là, je peux pas te laisser dire ça. Non, attention, c'est pas un point de vue que je défends, Adrien. C'est-à-dire, je pense que les gens pensent comme ça, inconsciemment. Ouais, je sais pas si c'est clair. Justement, du coup, voilà, je vais pousser ma gueulante. Non, vas-y, gueule. D'accord, Adrien. Non, je suis contre ça. Je pense qu'on peut faire une œuvre d'art en ayant un aspect extrêmement rationnel et Andy Warhol. Voilà, Andy Warhol. Enfin, mais et puis des grands écrivains. Je t'ai pas entendu. Stark. Poe, son écriture était extrêmement cadrée, extrêmement oui, les grands poètes. Enfin voilà, un poète n'écrit pas ça avec tes tripes. Enfin, si, il y a une partie tripes, mais c'est quelque chose un texte que tu travailles, sur lequel tu reviens. Et puis il y a aussi je parlais de Poe, mais parce que Poe, il y a un aspect écriture extrêmement réfléchi, qui est souvent sous-estimé par. Ouais, il y a une surtout par les gens qui disent que Baudelaire a créé Poe, alors que Poe c'était de la merde en général. Ils disent. Alors,
Ils se rendent pas compte, quoi. J'aurais tendance, en partant dans cette espèce d'exemple de masse, c'est de dire aussi peut-être qu'il y a un souci entre le côté trip, on va dire, le côté ça parle. J'essaie de parler avec mes sentiments et compagnie sur une œuvre, sur une peinture par exemple. Quelqu'un va dire on ressent quelque chose dans le trait de la personne et autres. Et de l'autre côté, le produit va peut-être donner un aspect plus technique, plus froid. Ah non, justement, je suis pas d'accord. Moi non plus, je suis pas d'accord, mais je pense que c'est un peu interprété comme ça. Je crois que le problème, surtout qu'en fait, l'œuvre, c'est vu comme quelque chose qui vise l'immortalité, la durée, le génie, etc. Et que le produit est vu comme un truc qui sera jeté dans 1 an, 2 ans, 3 ans et complètement oublié, remplacé par d'autres. Voilà, ça c'est l'a priori qu'on a. Parce que quand on pense à ça, quoi. T'as des œuvres qui peuvent être jetées immédiatement. Moi, j'ai bien cru, par exemple, à un moment donné, que le Val, ça allait être une œuvre complètement foirée, parce qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un ventre mou après Trick Track, où j'en vendais plus du tout. Il y a eu 6 mois de vide sidéral, vraiment incroyable, et je me suis dit, mais en fait, voilà, c'est une œuvre ratée. Parce que en fait, elle a pas trouvé son public ou quoi. Puis en plus, après, c'est reparti comme en 40. Mais tu juges la pérennité au numéro de vente là, tu es en train de me dire? Non, mais parce que je réponds à ce que Vivien a dit. Ouais, parce que les gens qui ont acheté ton Val, tu sais pas ce qu'ils vont en faire avec. Non, mais attends, juste pour qu'on comprenne bien, c'est que Vivien dit que dans les présupposés, effectivement, le produit, c'est quelque chose qui va être éphémère à un instant T, alors que l'œuvre vise l'immortalité. Et je le rejoins là-dessus. Est-ce que je voulais juste en fait donner un exemple qui allait dans ce sens-là. C'est-à-dire que on a ce préjugé-là en fait. Et évidemment, personne ne peut savoir en fait. Si on prend un exemple, on pourrait dire que Fatal est une œuvre. Et oui, tout à fait, tout à fait. Enfin, si on prend la définition. Et moi j'en suis sûr, voire même un chef-d'œuvre. Parce qu'en fait. Alors, ne t'emballe pas, là, quand même. Hein. Mais si, moi, je le rejoins complètement. Il y a aucun jeu de rôle qui me fait autant rire, je suis désolé. Parce qu'en fait, du point de vue du produit, Fatal est complètement raté. C'est-à-dire, on est d'accord qu'il ne correspond plus. C'est plus un produit. Voilà, c'est ça. Oui. Mais le type l'avait pensé comme ça. Voilà l'exemple exact. Alors là, on a un super exemple. Pensé comme ça. Ah, c'est certain. On a vu des interviews de ce type avec Adrien quand on a fait des recherches sur Fatal, qui montrent que ce type l'a vraiment pensé comme un produit qui allait exploser tous les autres produits du marché. Donc, il disait voilà, c'est un super jeu. Sens où il correspond parfaitement, voilà, le type seulement elle est tout exploser tout leur diamètre de publication sauf que le produit a échoué, mais que finalement de rôliste en rôliste, parce que ça les faisait marrer, parce que ce jeu est complètement dysfonctionnel, parce qu'il est chaotique, mauvais ce jeu, et ben en fait finalement il est devenu de fait un chef-d'œuvre, une icône, un truc qu'on va voir parfois pour se rappeler de ce qu'il ne faut surtout pas faire. Une icône, mais pas un chef-d'œuvre. Didier Super, par exemple, et tout ça. Enfin, ça veut dire qu'on peut parce que peut-être pas un chef-d'œuvre, non. Est-ce qu'on peut devenir un chef-d'œuvre en tombant enfin du coup tout le monde le perçoit d'une façon complètement différente de ce que l'auteur voulait. Du coup, est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Oui, non, je suis pas sûr. Parce qu'il a marqué effectivement. Non, mais il a marqué paysage, mais pas du tout de la façon dont l'auteur l'aurait souhaité, je pense. Ouais. Enfin, et de la même manière, on peut avoir des œuvres qui sont pensées pour devenir immortelles, des trucs immortels, et qui finalement vont se retrouver au bout c'est ce que je voulais dire avec mon Val tout à l'heure, Maxime, au bout de quelques mois complètement oubliés, etc. Et du coup. Tu comprends pas ce que je veux dire, Maxime? Je suis désolé, Jeff, je fais juste mon commentaire et après je te le rends promis. Ce que je dis, c'est que c'est pas parce que le Val arrête de se vendre que c'est pas un chef-d'œuvre. Non, mais c'est pas ce que je sais. Non, c'est si tu dis que t'as eu peur quand il a arrêté de se vendre que ton jeu soit oublié. C'est pas parce qu'il est plus vendu qu'il est oublié. Ah d'accord, ok, c'est tout ce que tu veux dire. C'est tout. Okay, ça peut se discuter quand même, j'en sais rien. D'accord, ok, oui, ok, Maxime, j'ai compris ce que tu voulais dire. Excuse-moi. Donc, est-ce qu'on a fait le tour de table? Non, on n'a pas terminé. Vivien n'a pas donné cette distinction œuvre-produit. Tu voulais ajouter quelque chose sur ce qu'on a discuté avant, Jeff? Non, mais c'est trop tard. C'était par rapport au fait, ce que j'ai soulevé un petit peu tout à l'heure qui a fait bondir Adrien. C'est qu'effectivement, il y avait le côté, je te rejoins là-dessus, finalement, que ce soit œuvre ou produit, ça soulève beaucoup de préjugés, de clichés finalement. Voilà, c'est ça. J'enfonce volontairement la porte. Et là, t'as voulu en donner un exemple. Adrien n'est pas d'accord avec toi, mais on voit que de toute façon, ces deux mots ont des connotations. C'est ce que disait Vincent tout à l'heure. C'est que le problème de ces deux mots, c'est qu'ils ont une charge émotionnelle et affective pour chacun d'entre nous, qui peuvent éventuellement soulever des débats et dire en fait, quand je dis quel bon produit. En fait, pour certains pourront dire merci, c'est sympa, tu juges mon travail, c'est génial, merci de m'avoir dit que j'avais fait un bon produit. Pour d'autres, ce sera quoi? Tu dis que je fais de la production, c'est ça? Tu veux dire que je suis un odieux capitaliste qui exploite les gens, etc.
Et oui, ces mots ont des charges en fait. Mais bon, on doit parler avec notre langage, on n'a pas le choix. Et Non, voilà. c'est bien de définir quand même ce que tu mets derrière. Oui, tout à fait. Vivien. Oui. Quelle distinction tu ferais entre l'œuvre et le produit? Et Alors, toi, oui. qu'est-ce que tu as eu la sensation de faire avec les errants du Kyo et qu'est-ce que tu as eu la sensation de faire, par exemple, avec Perdu sous la pluie? Alors, bon, déjà juste très rapidement, ce dont il faudra peut-être parler, c'est qui détermine ce statut finalement. Est-ce que c'est le nombre de ventes? Est-ce que c'est les auteurs? Est-ce que c'est les consommateurs? Est-ce que Pour moi, c'est la démarche de celui qui le crée. D'accord. Bon, partons sur ce point de vue-là. Pour moi, hein, après, Moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder le jeu de rôle en particulier plutôt que les romans et tout ça. C'est que un jeu de rôle, en fait, c'est essentiellement, la plupart du temps, on va dire dans 99% des cas, un livre qui fournit des règles qui permettent de produire une partie. Ça conduit à trois types de jeux de rôle. Il y aurait le produit, qui serait, on va dire, l'exemple, par exemple, le but c'est de faire des parties pulp sympas, parce que les joueurs ont envie de faire ça, ils ont envie de s'amuser. On va faire un jeu, par exemple, je sais pas, médiéval fantastique fun, et on va faire un beau bouquin parce que ça va les intéresser, ça va les attirer, voilà. C'est ce que les gens veulent, c'est ce qu'on a envie de leur fournir et ce qu'on a envie de jouer nous-mêmes. Ensuite, il pourrait y avoir aussi l'œuvre, c'est-à-dire les règles sont produites pour faire une œuvre, etc. Mais le décorum, on va dire. On est en train de complexifier ce podcast. Ouais. Heureusement que c'est toi qui finis le tour de C'est parole. ça. Mais on le met dans un emballage parce que ça compte pas. C'est juste pour vendre un peu plus avec des jolies illustrations ou un joli bouquin. Mais c'est pas l'essentiel. L'œuvre, en fait, c'est finalement la partie elle-même. C'est ce qu'il y a dans l'intérieur. T'es en train de complexifier. C'est un truc de fou. Et voilà. Et enfin, on aurait l'œuvre qui serait pensée entièrement. C'est-à-dire un jeu de rôle, c'est pas seulement une partie, c'est aussi un bouquin, mais c'est pas seulement un bouquin, c'est aussi une partie. Donc les règles seraient elles-mêmes artistiques, le contenant lui-même serait artistique. C'est-à-dire, on arrêterait quelque part, ça a un lien avec la distinction qu'on fait systématiquement entre fond et forme. Ça me fait penser à, par exemple, les livres de Zach Smith qui travaille pourtant, qui fait des suppléments pour Donjons et Dragons, en quelque sorte, pour un dérivé qui s'appelle Lamentations of the Flame Princess, qui, lui, pense ses univers et ses bouquins, en fait, étant lui-même un artiste, comme un tout, et qui m'a fait pour la première fois quasiment l'impression de, ok, ce bouquin est une œuvre, en fait. Rien qu'en le regardant, on le voit, en le lisant, on le sent. Enfin, tout en fait transpire la créativité en fait à l'intérieur. Il s'occupe lui-même de tout en fait à l'intérieur. Et pourtant, c'est un supplément. Donc là, ça va faire rebondir encore une autre question, mais je vais juste m'arrêter là. Il y a cet aspect-là, et quelque part, peut-être les petites choses oubliées ont aussi ce petit quelque chose qui fait que la forme est complètement liée au fond. Enfin, moi, ça me fait halluciner. Donc on parle du jeu de Christophe Buckley et de Sylvie Guillaume, Les Petites Choses Oubliées, disponible sur le site de l'Impromptu. Que du coup je n'attribuerais pas un petit peu encore à Sens, parce qu'il y a quand même une particularité avec les notes de bas de page, tout ça, et énormément d'autres trucs qu'on ne voit pas. Et peut-être moins après des jeux comme même Perdu sous la pluie. Mais oui, ça m'intéresse de savoir que toi en tant qu'auteur... Voilà. Non, justement, je me permets de te contredire là-dessus, c'est que Perdu sous la pluie au final a un format de livre d'enfant et il y a une volonté mais non aboutie, je pense. De mon point de vue, j'aurais pu aller peut-être plus loin. C'est vrai que t'es pas allé à fond là-dedans. En même temps, de la même façon, Romaric n'est pas allé à fond là-dedans. Parce que les exemplaires qu'il envoie à chaque genre, il n'a pas modifié les noms pour que ce soit les noms des joueurs, du MJ, etc. Enfin, on peut toujours aller plus loin surtout. Donc déjà, le fait d'avoir fait Thomas cet Munier, effort, ce serait dommage de pas parler de Thomas Munier aussi vrai, quand on parle de livres artistiques. Je lui ai acheté hier Influenza parce qu'il me fait halluciner son bouquin avec ça transpire en fait l'univers paraît lié à la forme. Des cafards morts écrasés au milieu de ton livre. Des feuilles mortes. Mais c'est cool. Hein. Si tout le monde le fait pas, évidemment, parce qu'au bout d'un moment, ça serait lassant. Mais voilà. Vincent. Dans ce que tu dis, ça veut dire que par rapport à ce qu'on a posé au départ sur la distinction, tu peux pas avoir une œuvre si tu as un travail de l'éditeur sur la forme. Quelque part, oui. Pas une œuvre. Attends. Tu peux répéter, Vincent ? Tu peux pas avoir un. Si on repart du postulat, c'est-à-dire un produit, tu donnes au public ce qu'il attend, une œuvre, c'est une démarche personnelle. D'accord. Ouais, je peux juste attendre 2 secondes. Il a fait une triple, il avait une troisième. Ouais. Il avait une dans sa troisième, dans sa troisième définition, c'est-à-dire que dès que tu as le travail d'une tierce personne sur un des aspects formels, la maquette, les illustrations, tu ne peux plus être une œuvre, tu rentres forcément dans l'autre catégorie. Non, parce qu'il y a 3 catégories. Donc tu rentres dans celle du milieu en fait. D'accord. Une œuvre sous la forme d'un produit en fait quelque part. D'accord. Il y a l'emballage en fait n'est pas pensé forcément. Enfin,
Ouais, ce que je disais au début de podcast, que tu vois, c'était ça, il y avait cette catégorie. Pour moi, elle existe aussi. En fait, Vivien, il a tout dit à mon avis. Après, il a tout bien posé. Pour moi, je suis totalement d'accord avec Vivien. C'est ce que disait Jeff aussi en parlant de socle commun, c'est-à-dire que en fait, finalement, il y a 3 niveaux. Il y a les gens qui veulent faire que de l'œuvre, des gens qui veulent faire que du produit, et des gens qui sont dans l'entre-deux en fait, des aspects produits dans leur œuvre et des aspects œuvre dans leur produit. C'est vrai que là-dessus, Vivien, je suis d'accord avec lui. C'est vrai que quand moi je parle de socle commun, c'est que j'ai ces 3 idées-là en tête, mais c'est vrai que j'ai pas voulu le développer. Après, je pense aussi, je sais pas si ce serait une 3e, une 4e ou si ça rentre dans ces options-là. Je pense qu'il peut y avoir aussi l'œuvre, enfin voulu penser comme une œuvre, mais derrière, on a poussé le vice à utiliser toutes les techniques du produit, peut-être aussi. Moi, je suis désolé là-dessus. Hein. L'œuvre qui aurait. Bon, moi, je vais être sans pitié là. Tant pis. Vas-y, Jeff, à finir. Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense que tu peux faire une œuvre ou tenter de faire une œuvre, mais en même temps de faire en sorte de toucher un grand public. C'est-à-dire, je vais faire en sorte que mon message touche le maximum de personnes. Et je pense que si tu pousses ces 2 trucs-là, il y a moyen quand même d'avoir un terreau commun. En fait, là, si je vais être sans pitié. Moi. Je vais revenir sur ce que disait Vivien sur ces 3 catégories. Et en fait, je pense que je vais nier les 2 extrêmes. C'est-à-dire que après, en vrai, il y a que le centre, plus ou moins entre les deux. Ça va clasher ce podcast, ça va clasher. Moi, c'est l'inverse, je pense. En fait, il n'y a pas de ventre mou. Moi, je pense qu'il y a que un entre deux. Moi, je pense Exemple, Romaric, tes sens, t'as dû faire un compromis sur la taille des bouquins pour les faire passer dans tes colis à la poste. Ce compromis-là, c'est te rapprocher du produit. Non, carrément pas. Parce que le fait est que tous les bouquins de philo ont ce format-là. Ta taille de police, t'as dû la changer, t'es plus cohérent entre les bouquins. T'as dû la réduire pour que ça rentre dans tes colis à la poste. Ça rentre pas du tout dans la démarche. Si pour vous ça rentre ouais. À fond. Si soit t'es cohérent à 100% sur ta forme, ton fond, ton tout, et du coup il y a aucune contrainte matérielle qui doit t'arrêter, ou alors elles sont toutes incluses dans ta démarche intellectuelle. Non. Moi, j'irai pas jusque là non. Je suis pas d'accord avec vous. Mais pour moi, sens, c'est pas l'exemple d'un ventre mou, quoi. Je vais attaquer l'autre côté. Tu disais le truc qui est purement un produit, on s'adresse à un marché de niche, un marché qui est là, on sait qu'on veut faire du Medfan, voilà. L'auteur qui va bosser dessus, même s'il on lui a demandé de le faire. Enfin, je vois pas un gars écrire du texte pour mettre un truc d'ambiance, pour mettre un univers, pour mettre machin, sans y mettre un peu de soi-même dedans. Attention. Pardon, Jeff. Excuse-moi. Une œuvre peut pas faire un compromis, et pourtant tu dis que justement il faut un entre-deux. J'ai du mal à te suivre là. Alors, écoutez les gars, je crois que vraiment là il va falloir poser des choses claires. Ce qu'a fait Vivien, c'est faut pas voir ça comme 3 points. Il faut que tu vois ça comme une échelle avec un curseur. C'est ça, exactement. C'est ça. Comme d'habitude, les extrêmes de chaque spectre. On est bien d'accord. Et ben moi justement, ça je ne le crois pas. On ne peut pas faire ce type de curseur. Alors, je vois très bien ce que tu veux dire, hein, Adrien. Il y a pas de souci. Pour moi, en fait, le paradigme de l'œuvre et du produit s'exclut vraiment mutuellement. Ça, c'est clair. Après, que un auteur, mais si, parce que tu te dis, Attends. Okay. Un paradigme, c'est un ensemble de de croyances, d'accord, qui te permettent de juger de la pertinence de l'objet par rapport à ce paradigme, d'accord, sa place par rapport à ce paradigme. Les 2 paradigmes s'excluent mutuellement. Après qu'il y ait des choses, des objets qui puissent être situés, entre les deux, ça, oui. Mais les 2 paradigmes en eux-mêmes s'excluent mutuellement. Par exemple, le fait, Adrien, ce qu'il vient de dire, quand il dit que j'ai fait des compromis par rapport à la poste et tout pour le truc, ça me fait du mal. Pourquoi ça me fait du mal ? Parce que moi, je suis dans le paradigme de l'œuvre, et donc selon moi, ce qu'il vient de dire, c'est sur ce point-là, Sens n'a pas été jusqu'au bout, et il a raison, et ça me fait du mal parce que effectivement, je n'aurais pas dû juste, je peux pas me concentrer, Maxime, et regarder tes dessins, c'est pas possible. Ça me fait du mal parce que moi, étant situé dans le paradigme de l'œuvre, ce qu'il dit est parfaitement vrai. Il vient de me montrer que j'avais fait en fait un compromis du côté, tu vois, je dis putain, ouais, t'as raison, Adrien, et ça me fait chier. Et si c'était à refaire, je le referais pas. Mais ouais, à mon avis, ces 2 extrêmes sont inatteignables par nature. Ce serait comme. Je peux regarder ton dessin, Maxime, maintenant. Ouais, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais on va dire que c'est ces 2 idéaux et qui restent dans le monde des idées, quoi.
Et je pense que les deux, Oui, voilà, c'est ça. les deux ne s'excluent pas. Alors, je vais prendre un exemple. Ouais. Les, si, deux ne s'excluent les paradigmes s'excluent. Je vais te donner un exemple, l'exemple des lames du cardinal. Les lames du cardinal sont à définition, à la base, est un produit. On donne à des joueurs l'adaptation d'un best-seller de la littérature. Et dans sa conception, tu as un système de jeu sans dés, dont a priori, à la base, personne ne voulait. Quand on lit les premiers retours sur les forums, tout le monde aurait voulu un système classique, jet de dés, carré de compétences. Tu as un système qui fonctionne avec des cartes, tout ça. Et donc, tu as une démarche derrière qui, selon ta définition, pourrait être une démarche œuvre. Mais non, en fait, ce que dit Rome, si j'ai bien compris, c'est que le paradigme produit, ce que tu dis dans les lames de cardinal, la démarche originale de création et de l'idée de l'œuvre prend au paradigme produit le fait de vouloir répondre à un marché parce qu'il y a des fans qui l'ont demandé. Ensuite, il prend des éléments au paradigme œuvre lorsqu'il crée ses règles. C'est ça. Oui, et puis les règles qu'il crée, il le crée pas pour. Enfin, la démarche, voilà, c'est juste de refaire le jeu le meilleur possible. C'est juste un truc. Dans le domaine du produit. Pourquoi est-ce qu'on peut blâmer Romaric Briand d'avoir changé les polices d'écriture pour correspondre aux contraintes de la Poste? Parce que lui, il est dans le paradigme de l'œuvre. Donc, Adrien peut me faire cette réflexion en tant que dire, ouais, mais Romaric, là, sur ce coup-là, t'as chié, t'aurais pas dû faire de compromis là-dessus. Et il a raison. Pourquoi est-ce que, par contre, on peut pas le blâmer quand c'est quelqu'un qui est dans le paradigme du produit? Parce que, lui, il était là, non, moi, j'ai répondu à un cahier et lui, là, par contre, Adrien ferait jamais cette réflexion à un éditeur. Si, les paradigmes s'excluent, mais les œuvres sont toutes. Tu peux faire un éditeur aussi où l'auteur aura pris un peu de liberté sur quelques petites plages en se disant, là j'ai envie de mettre ça parce que ça me plaît, parce que il veut mettre du paradigme œuvre. Oui, mais comment tu juges alors le jeu à la fin? Tu t'exclus pas, tu prends. En fait, c'est les deux qui vont donner un résultat. Imagine des compétences imagine un personnage Settantra, il a ou un personnage de sens, il a sa rune de vie, sa rune de mort, il a les deux. Tu peux pas avoir 0 dans l'une. C'est pareil. Là, ton bouquin, il peut être à 99 en œuvre et à 1 en produit. Oui, mais je pense pas que tu puisses être à 0 dans l'un. Tu te places du point de vue des bouquins. Pas du point de vue des paradigmes. C'est-à-dire, en fait, tu confonds la constitution par ce que je dis, c'est les constitutions du paradigme et les constitutions du produit s'excluent mutuellement. C'est pas les mêmes lois qu'on trouve à l'intérieur. Par contre, les gens. Pourquoi je parle du point de vue de livre, c'est que je pense pas que ça a un intérêt de parler du point de vue de l'absolu parce qu'on le verra jamais cet absolu. Oui, mais si, parce que. L'absolu est un guide éventuellement. Oui, mais alors c'est comme si tu disais, ça sert à rien de parler du bonheur parce que de toute façon on l'atteindra jamais. Si, ça sert à quelque chose quand même d'avoir des grandes idées qui nous servent à nous guider et qui nous pousse à faire mieux. Je veux dire, le fait que tu me fasses une critique sur Sens en me disant tu es dans le paradigme de l'œuvre, regarde ça, c'est un compromis produit, c'est pas bien pour ton jeu et ça te sera, c'est cool que tu puisses me faire cette réflexion là et que du coup je puisse dire ah ouais carrément putain t'as raison sur ce coup là j'ai chié, pour le prochain je ferai pas la même erreur. Et c'est ce qui se passe pour Cosmo d'ailleurs en ce moment. C'est-à-dire que le fait que vous m'ayez fait cette réflexion là sur Sens Renaissance, ça fait que pour Cosmo j'en ai plus rien à foutre et je fais ce que j'ai envie de faire mais parce que justement dans le cadre de mon paradigme, ce que tu dis c'est une vraie critique. Est-ce que tu comprends? Mais si j'avais pas cet idéal malgré tout, de l'œuvre, on ne pourrait pas me critiquer, je serais toujours incritiquable. Je pourrais toujours répondre en disant ah oui mais ça c'est mon côté œuvre, ah oui mais ça c'est mon côté produit. Ouais mais excuse-moi mais où c'est une erreur? C'est ça que j'essaie de dire tout à l'heure à parce que Adrien, quand tu es dans un des parce que je cherche à faire des œuvres, Jeff. Je suis d'accord. Je vais aller dans ton sens. En fait, mais le paradigme de l'œuvre, en gros, dans le paradigme de l'œuvre, ce que vous sous-entendez les gars, ou peut-être que vous le dites clairement, c'est que il n'y a pas de compromis possible. Non. C'est une erreur ce que tu viens de faire. Oui, absolument. Mais parce que dans le paradigme de l'œuvre, le but c'est de transmettre le plus fidèlement possible ton propos. En n'ayant que faire des contraintes d'ordre de production. C'est-à-dire en fait l'artiste, il est entre guillemets jusqu'au boutiste. Il doit tu vois deux horizons différents en fait. Ils regardent pas dans la même direction. Voilà, c'est ça. Ils regardent pas dans la même direction. C'est vachement noble ce que tu es en train de dire Romaric. Je comprends et j'apprécie ce que tu es en train de dire, c'est nickel. Mais en quoi excuse-moi, pour moi c'est un détail là tout de suite la taille de police. Oui, ça. Non mais c'est un détail, mais il est très bien, il est très parlant, je trouve. Il est très très parlant. Alors en gros, si je résume, l'œuvre n'a pas le droit de compromis, le produit, par contre, pas de souci. Si, le produit. Si je fais le bête et méchant, c'est le paradigme du produit, en théorie, tu dois pas commencer à perdre du temps à réfléchir à qu'est-ce que je veux transmettre parce que dans le produit, tu veux vendre. Mais c'est ça, tu veux pas pourrir le plaisir des gens qui t'ont demandé un truc par tes propres considérations, exactement. genre, je sais pas, des questions philosophiques. Dans le paradigme alors qu'ils ont envie de du nazi. Je te donne un exemple très simple. Dans le paradigme du produit, on pourra t'en vouloir d'avoir mis tes idées personnelles à l'intérieur d'un truc qui était fait pour un public donné. Par exemple, tu fais un truc pour un public, je sais pas, de gens qui ont envie de faire du basket. Et puis du coup, sur le ballon, tu changes de forme parce que tu trouves que quand même le basket, c'est beaucoup mieux d'y jouer avec un ballon ovale, tu vois. Ou ça symbolise mieux l'univers. Dans ce cas-là, je vais vous donner un exemple et vous allez me dire
qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, pour le coup, je peux pas faire autrement. Si, admettons, je pars du principe, je veux faire un jeu. J'ai pas fait, on va dire, d'études de marché, j'ai pas été m'enseigner sur les forums pour savoir il y a quoi comme demande. C'est simplement une idée que j'ai envie de moi de mon côté, qui est personnelle, et du coup, je décide de la pondre. Ouais. Par contre, une fois que la chose est faite, j'essaie de, alors peut-être que ça renvoie à l'emballage de Adrien, je pense peut-être, je me dis, c'est, entre guillemets, je veux faire une œuvre, je l'ai Donc fait. tu marches vers le paradigme de l'œuvre. Je marche vers le paradigme de l'œuvre. Voilà. Et du coup, par contre, je veux faire en sorte que mon message, le message qu'il y a dans cette œuvre, touche un maximum de personnes, un large public. Et du coup, ça, je commence à me dire, ce qu'il faut pas je faire. prends les techniques, Oui. justement. C'est ce que Alors, tu penses ça, qu'il faut pas faire. c'est ce qui est fait pourtant Bah, majoritairement dans le milieu c'est du jeu de mal. rôle. Ou c'est mal. C'est ça que je vois C'est pas pas. mal. Non. C'est juste que tu es dans le paradigme de l'œuvre et qu'il faut pas que tu corromps ton propos originel Où ça pour corrompt être le plus accessible. C'est ça le truc. Mais Romaric, en fait, toi, ce que tu défends, c'est que toi, ton rêve, c'est d'être dans l'idéal absolu de l'œuvre. Et nous, ce qu'on te dit, c'est que C'est pas possible. Alors déjà, c'est pas possible, mais surtout, Non, t'as le c'est- droit d'assumer de Oh là là. vouloir être entre deux, d'être un peu plus vers l'un, vers Et l'autre. les deux ne s'excluent pas mutuellement. Si, Bah, moi si, je si, dis si. que en fait on est tous d'accord depuis tout On à est l'heure, tous d'accord. mais oui. qu'on a une question de vocabulaire différent. je suis On a d'un d'accord côté avec quelqu'un Maxime. qui parle de paradigme, et dans ce cas-là, dans le vocabulaire paradigme, ça s'exclut. Et toute œuvre, enfin toute création emprunte aux différents paradigmes. Mais d'un autre côté, on peut avoir une vision spectrale, où en effet, on est tous d'accord pour dire que le paradigme total œuvre parfaite n'existe pas. Oui. Le paradigme total produit n'existe pas. Ouais. Et par contre, on est nécessairement entre les deux. Je peux Mais essayer c'est de pareil, reformuler son idée. dire qu'on est entre les deux, Bon, ou là, qu'on c'est prend à clair, chaque non paradigme, Moi, on est tous d'accord en fait. Pour moi, c'est vers où tu marches. Oui, c'est ça, l'horizon. c'est- Vers où tu marches. Ton horizon. Après, on est tous d'accord pour dire que personne ne marche sur l'horizon. Oui, c'est ça. T'as beau viser l'horizon, tu marches pas, tu finis pas par atteindre le bout du monde. C'est ça. Pour moi, les deux paradigmes s'excluent mutuellement, mais les œuvres. Mais en quoi ça te dérange quand il dit je vais marcher vers le nord, c'est-à-dire vers l'œuvre, et puis quand je serai arrivé suffisamment proche, ben là je vais partir vers l'est, qui sera vers le paradigme Moi, produit rien dans un ne- moment. Moi, rien ne me dérange, mais c'est juste que du C'est point pas de vue l'Est, du le problème, paradigme c'est de le l'œuvre. Ok, regarde. Bon, imaginons que tu as deux paradigmes. Tu as le rouge et le bleu. Ouais. D'accord? Tu fais une œuvre qui est toujours violette. Ouais. Elle est toujours violette. Oui, il y a toujours un peu entre les deux. mais toi, en tant qu'auteur, tu dis, moi, je veux tendre vers le rouge. Bah, je peux te reprocher d'y avoir mis du bleu. Inversement, tu es un auteur, tu dis, moi, je veux tendre vers le bleu. Donc, je vais te reprocher toute la partie rouge qui est à l'intérieur. Ouais, mais tu peux pas me reprocher d'avoir toléré une certaine nuance. Et de Donc, me dire, tu dis, moi, je veux suis faire un prêt truc à violet. faire des compromis sur ces points, ce point et ce point, parce que. Non, mais ça, je le reproche à personne. Voilà, donc c'est exactement ce que disait Jeff tout à l'heure. En quoi c'est grave? Non, mais on est d'accord. Non, mais c'est pour pas ça que grave. Maxime a Oui, c'est pour ça parfaitement que Maxime raison. nous Hein. parlait de problèmes Oui, de compréhension, de vocabulaire. Par contre, Ouais. il y a juste un élément. Alors peut-être que du coup il est accessoire, mais dans ce que je disais, c'est la dichotomie foncière du jeu de rôle entre Dichotomie. le entre le livre et la partie. Alors ça c'est un autre. Et voilà, c'est tu ça. veux le problème. toujours revenir Mais ça, sur cette idée. ça pose ce problème dans l'œuvre parce que globalement c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'indépendance, on fait un compromis au niveau de la forme et n'en ont pas fait au niveau du fond. Oui, tout à fait. Et alors là, Et c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes. Moi, alors, tu me demandais justement comment j'avais envisagé mes propres travaux. tu sais que ce podcast, Ouais. si on le fait partir là-dessus. Non, mais on n'est pas obligé de partir là-dessus. Mais après, les errants d'Ukiyo, clairement, je l'ai conçu comme un produit. Sans aucun remords. C'est-à-dire vraiment dans le sens de, voilà, j'ai envie de faire jouer des histoires de samouraïs, ça va être cool. J'ai pas envie de, alors après, j'y ai mis un peu de moi, ça c'est sûr. C'est pas le, Mais c'est ce violet, qu'on disait. encore une Voilà. fois, c'est Parce que t'es violet. un obligé, peu de- parce que t'es obligé. Parce que t'es Parce obligé, que non mais t'es voilà. c'est obligé, parce que t'as autre chose à foutre que de passer un an et demi de ta vie à bosser sur un truc pour les autres. Tu bosses aussi pour toi, mais aussi ton plaisir de consommateur en un sens. Là où Perdu sous la pluie est clairement beaucoup plus orienté vers le côté auteur, mais avec une forme, voilà, plus beaucoup moins artistique en soi, parce que j'ai pas les qualités ou j'ai pas pris le temps de trouver les compétences, trouver les compétences, d'acquérir les compétences. Soit toi, soit de les recruter. enfin. Mais Et tu les vois, ce qui est recruter, important, déjà, ça commence à être ce qui est important, c'est délicat. que sachant quel est ton horizon sur ces deux projets, moi, en tant que lecteur et en tant que relecteur, je peux te faire des retours en te disant, du coup, en te conseillant, en te disant, On est bah, d'accord. si tu veux faire Perdu sous la pluie, si ton objectif c'est de viser les bleus, ben, tu peux enlever cette partie-là parce qu'elle est trop rouge, etc. Je suis désolé, mais cette métaphore de la couleur, elle parle pas mal, Mais en de toute fait. façon, quand on est dans le paradigme œuvre-produit, je pense qu'on est obligé de rester à la forme. On va pas pouvoir rentrer dans le fond de la partie.
Parce que tu peux pas parler de partie produit, à mon avis. Tu peux pas créer une partie, vu que tu as écrit une œuvre, tu as écrit un bouquin, et après c'est ce que les gens en feront. Ouais. Tu peux pas contrôler la partie produit et œuvre, donc on va pas pouvoir rentrer dans ce côté-là. Moi, c'est exactement l'élément de La démarche réponse. créative, elle est pas contrôlable. T'as le fond, la forme, enfin c'est Vincent. l'emballage et le jeu, quoi. Enfin l'emballage, les règles. Voilà, tout ça. on peut pas faire de lien direct, il n'y a pas de règle universelle. Parce qu'en fait, Vincent. Est-ce que l'emballage, vous l'incluez dedans? Pour moi, on ne parle que pour l'instant, Vivien, dans ce podcast, je ne voulais parler que du livre, en fait. Enfin, D'accord. que de la base. D'accord, on te parle. Je oui, parle pas de la d'accord. partie. Parce que la partie, les Non, responsabilités. Je te parlais de la conception du jeu, Oui, de c'est ça. l'univers, Oui, du mais- système. Oui, c'est ça, L'aspect donc de la game base. design, Donc de la l'aspect, base, de même- l'auteur. Ouais. Oui, mais il y a le game design et le game design il y a étudié les illustrations, le marketing et tout ça, et à quel point on les lit, et à quel point on... Mm. C'est pour ça que quand je parle de partie, en fait, je parle dans les faits Parce que de la partie- de fond, quoi. Tu veux C'est-à-dire dire de les règles, quoi. Ouais, parce qu'il y a du paradigme produit dans les règles. Hein. Il y a Eh oui. le je vais utiliser un D6 ou je vais utiliser des dés spéciaux parce que ça fera vendre mes dés. Ça soutient éventuellement quelque chose, mais l'exemple Star Wars, la dernière, c'est clairement ça. C'est pensé pour qu'on puisse pas le jouer avec n'importe quel dé et qu'on soit obligé d'acheter les leurs. Et là, c'est clairement du paradigme produit. Donc dans la conception et Bon, un Je autre- suis pas si d'accord que ça, parce que après c'est aussi un moyen de se démarquer, de peut-être défendre son esthétique avec des dés particuliers, etc. Enfin Ça le rend moins accessible aussi. Ouais. Ouais, Les ou ça spéciaux. peut être une démarche produit aussi, se Oui, distinguer. non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est voilà, que là, là, on pour va le pas. coup, Moi, je peux pas défendre que c'est que du produit. Je Hmm. peux envisager des jeux qui soient très artistiques et où tu as besoin d'un matériel très particulier. Après, j'ai- Romance érotique, par exemple. Ouais. Bah, moi, je le vois pas comme un produit, le fait de devoir jouer avec des rubans, avec des billes dans un Je viens de sachet. voir un problème par rapport à cette discussion qu'on a là, en fait, parce que tu sais, je pense toujours à cette histoire de sens dans la poste. Ouais. Et en fait, je me dis que je pourrais tout à fait justifier mon choix en disant que oui, mais ça fait partie de sens que je puisse les envoyer par la poste. Donc du coup, j'ai préféré sacrifier la police d'écriture et la cohérence de la police d'écriture au fait que je puisse les envoyer par la poste parce que ça fait préférerais partie. pas les donner toi à la main directement à chaque personne. Ah si, tout à fait. Ah, oui, t'as voilà. raison, carrément. Ouais, ok, d'accord. Ouais, Oui, très mais bien. à partir du moment où on parle Merci, Adrien. d'horizon ou de paradigme, ça sauve quand même le Je- truc. Au final, c'est la définition qui évite le Alors, le tout à plus fait. les problèmes. Tout quoi. à fait, et ça permet aussi de comprendre la discussion entre moi et Jérémy Rueff, c'est-à-dire de comprendre pourquoi on se comprend pas. Hmm. Parce que lui, ce qu'il dit, mais vire-moi tous rouges, et moi je suis en train de dire, mais vire-moi tous bleus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes horizons, et donc on n'a pas le Ouais. même métier en fait. Il y en a un, il doit enlever le bleu, l'autre il doit enlever le rouge, donc c'est pas du tout le même travail. Est-ce que la plupart des acheteurs ne sont pas daltoniens? C'est une excellente question. attention aussi à pas. Ouais, lui Bon, peut-être. Hein, ne faisons pas une généralité sur les éditeurs. Oui, quoi. et puis dans Ouais, certains cas, parce si que, ça se trouve, non, puis attention, même ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que Jérémy lui-même, sur certains projets, pourra vouloir viser à enlever le bleu, et pour d'autres, voudra en viser à enlever le rouge. Tu vois ce que je veux On peut être clair, le bleu et le rouge, c'est lequel? Je crois que le rouge, c'est on s'en l'auteur. Dans le fond, on s'en fout. Dans la démonstration. Comme Mais, Dans le fond, on s'en fout Qu'est-ce que complètement. c'est que ces connotations, le rouge Voilà, justement, c'est pour ça que dans le fond, on s'en fout qui est rouge et qui est bleu. Ce qui compte, c'est que on voit bien l'analogie parle en fait de ces deux objectifs Du différents coup, et des manières d'y On m'a arriver. demandé pour les errants et perdus sous la plume, on n'a pas parlé de l'agence et de Shan. Ouais, très bonne question. Ouais, surtout que Chad, j'allais poser la question. Ça m'intéresse Ouais. vraiment de savoir dans comment vous vous positionnez. Shan, dans quel paradigme vous êtes Donc, qu'est-ce que vous Alors, empruntez à quel paradigme Ça dépend à quel niveau. La base ou la forme? Le fond ou la forme? On a le C'est temps. pour ça que tu parles de ça depuis tout à l'heure. Ben non, mais C'était enfin, très j'ai l'impression que là, concerné. on parle beaucoup de la forme, des livres, l'illustrateur, la PAO, tout ça, mais pas du fond. Je sais pas. Si, je pense que le fond Ouais. peut rentrer aussi là-dedans. Bah, il doit rentrer là-dedans. Sinon, Oui, non, mais... si on parle d'œuvre, si on parle pas de fond. Moi, le fond et la forme, j'ai fait aucune distinction. Non, mais moi non. Je suis désolé les gars, mais D'accord, non, mais Mais beaucoup je- le font. moi, Donc je- il faut le prendre en compte. Ok, très bien. Donc, Vincent, vas-y, parle-nous du fond et de la forme et des choix que tu as fait sur Shan, parce que je pense savoir ce que tu vas dire. C'est-à-dire que vous avez fait une forme. Bah, laisse-le Qui est- le dire. Laisse-le- Laisse-le le dire, bordel. non, mais vas-y, dis pour moi. En fait, je pense que c'est intéressant aussi C'est que pendant ce quelqu'un. podcast qu'on se rend compte que Ok. Romaric Alors. est seul et qu'il parle avec plusieurs voix. Mais ça fait plein de fois que tu dis ça dans les podcasts. Genre, C'est pas la première fois que tu résoudre dis ça. à l'accepter. Hein. C'est pas grave, Tyler. Non, mais- le projet KO est en place. Non, mais en fait, moi je pense que sur le produit, tu as sur l'emballage en fait du propos, tu es vraiment parti dans l'idée produit, des couleurs, du couverture cartonnée, des dés colorés, etc., de la couleur, mais que par contre sur le propos, vous avez été sans concession en termes de l'univers et de ce que vous vouliez. Alors, si on reprend ce que tu disais au départ, c'est-à-dire que le produit, on répond à une attente du public et l'œuvre, quelque chose de personnel, d'accord? Il n'y avait pas d'attente du public pour une réédition de Shahan.
Je veux dire, quand on a fait les annonces sur les forums, on s'est fait bâcher à certains endroits. Enfin, visiblement, il n'y avait pas d'attente, quoi. Après, notre volonté était d'avoir un très très bel objet sur la forme et d'avoir le meilleur jeu possible sur le fond aussi. Donc on est, je sais pas, violet. Eh bien, écoute, centre. pour moi, je fais aucune distinction entre le fond et la forme de Shan. Parce qu'en fait, pour moi, ce côté salade de fruits, je vais pas inviter les auditeurs à parler à écouter le podcast sur Shan. Vous avez eu du bol, mon gars. Parce que même si vous avez visé le côté produit sur l'emballage et tout ça, on va dire, en fait, la couleur, les choix esthétiques que vous avez fait pour Shan, ils correspondent parfaitement. Ça va avec, c'est-à-dire on voulait un jeu en couleur et du coup on a voulu un système de jeu en couleur. Oui, tu vois. Mais oui. Mais c'est en fait, il y a des allers-retours constants entre le fond et la forme. Et au final, tout ce qui reste à voir, c'est ce jeu. Il est plutôt à l'horizon produit ou à l'horizon œuvre. Et moi, je pense que Shan, de par la personnalité même d'Igor, c'est-à-dire parce qu'en fait, c'est lui la salade de fruits. C'est lui qui pète dans tous les sens. C'est le feu d'artifice constant, Igor. Quiconque connaît Igor le sait. C'est-à-dire que c'est le mec, il a des idées au kilomètre, ça pète dans tout, et des idées qui n'ont parfois rien à voir. Il y a du bleu, du rouge, du jaune, dans tous les sens. Et en fait, ce jeu, il lui va parfaitement. Et donc, à mon avis, c'est pour moi, en tout cas, vous tirez plus vers l'œuvre que vers le produit. Parce que lui avait une visée œuvre et puis il travaillait avec des gens qui avaient des visées produits. Et c'est la rencontre des deux. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du travail en collaboration. Oui, tout à fait. Mais si, on ne cesse d'en parler en fait. On dit, chacun est toujours en constante collaboration et fait des compromis du côté quand il fait son œuvre. Voilà, on doit faire du côté parfois des compromis. On doit se soumettre aux impératifs d'un paradigme, sachant que nous, l'objectif principal reste quand même de faire dans ce paradigme-là. C'est sûr. On doit écraser des vers de terre en marchant pour faire des bonnes actions. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a toujours, on doit toujours faire un peu de blanc pour faire du noir, etc. Je vais encore reprendre mes. Non, Maxime, juste une réflexion de merde qui m'est venue. Tu m'arrêtes tout de suite et on va pas en parler, je pense. Je me demandais, est-ce qu'on peut parler de ce paradigme lorsque les joueurs jouent la partie? Alors, c'est ce que moi je pense, c'était un petit peu ce que voulait dire Vivien tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a qui visent un bon moment entre potes, un moment produit, et d'autres qui visent une œuvre, un truc qui va changer leur vie, quoi. Je visais pas ça tout à l'heure. Je voulais pas lancer la merde. Non, pas la même horizon. Non, mais en fait, c'est ça. Le problème du jeu de rôle, c'est que c'est un peu comme le théâtre. Il y a le livret, il y a la mise en scène, il y a le moment donné, quoi, l'événementiel. Je peux répondre à ça à propos de l'agence. C'est-à-dire que l'agence, moi, je l'ai conçue sur les règles en tant qu'œuvre, c'est-à-dire des règles originales avec des mécanismes fins, avec une mise en page qui corresponde à ce que je voulais, c'est un aspect un peu administratif, avec quelques éléments comme ça dans le livre qui font écho à l'ambiance. Mais à côté de ça, la partie produite, c'est une partie type produit, c'est-à-dire c'est une mission impossible. Ça ressemble à un film de Michael Bay. C'est du Michael Bay, c'est ce qui est étrange, léger, c'est que les gens, ils ont pas, enfin, ça va pas leur poser de questions sur le contenu de la fiction, ça va leur poser des questions sur le système, sur comment ça s'est passé, sur qu'est-ce qui a permis à cette belle histoire, à cette histoire d'avoir lieu. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que tous les arguments que tu emploies en faveur de l'œuvre peuvent être réutilisés exactement avec le même sens par le produit. C'est-à-dire original, bah oui, un produit a besoin d'être original pour être placé. Celui qui fait un produit fait le truc en fonction de ce qu'il a envie, et les illustrations font un écho avec ce qui a été fait. Enfin, le produit, justement, il y a une vraie cohérence quand on fait un produit. C'est pas un truc, voilà. Donc c'est ça qui peut être étonnant quelque part. Du coup, c'est quoi C'est-à-dire que tu as plus de chances d'avoir un très bon produit, parce qu'il faut que ça se vende, donc il faut que ce soit bon, que d'avoir une très bonne œuvre, parce que comme tu vas travailler un peu tout seul et pour toi, tu es un peu en mode autiste, et finalement, tu peux vite te planter. Une œuvre, en fait, le truc de l'œuvre, c'est que tu peux jamais te planter, en fait. Fatal. Tu peux jamais te planter quand tu fais une œuvre. Non, mais justement, le fatal, c'est l'histoire d'un produit qui s'est planté. Le truc, quand tu fais une œuvre, tu peux jamais te planter, puisque ce que tu veux faire, c'est le seul truc où tu peux te planter quand tu fais une œuvre. Le seul truc où tu peux te planter quand tu fais une œuvre, c'est que tu voulais un propos et en fait, tu n'as pas réussi à le transmettre. C'est le seul truc où tu peux te planter quand tu fais une œuvre. C'est-à-dire, imagine le mec qui veut faire un truc. Ouais, tu peux avoir un produit avec un propos. Oui, non, mais bien sûr, encore une fois, le violet et tout ça. C'est pas ce que je veux dire. Putain, décidément, j'ai l'impression que vous me comprenez pas, c'est horrible. C'est-à-dire, le seul truc que tu peux reprocher à quelqu'un qui fait des œuvres, c'est que son œuvre ne reflète pas suffisamment son propos. C'est-à-dire,
Ça, tu peux le reprocher. Mais tu peux pas, une œuvre ne peut pas se planter. Elle pourrait être, tu pourras avoir une œuvre, un système broken dans une œuvre. Point. Disons que vouloir être dans le Ouais, mais là, paradigme, moi, je ça comprends plus signifie la pas discussion, réussir. en fait. Si. Il dit juste que vouloir être dans un paradigme ne signifie pas y arriver. Et Mais réussir. évidemment. Mais C'est tout. mais non, C'est mais tout, je crois, voilà. en fait. C'est obvious. Oui, on voilà. peut, C'est donc pour ça que je m'étais en train de dire, on je crois peut que c'est se un peu planter obvious, ce qu'on dit, théoriquement quoi. en faisant une œuvre. Si on n'arrive Oui, pas à on peut faire se l'œuvre, planter en faisant une œuvre. les visées qu'on avait, le propos qu'on avait, on peut se planter. Dans le jeu de rôle, en tout cas. Dans le jeu de rôle, oui. Alors ça aussi, c'est vrai que c'est un gros souci, quoi. Qu'est-ce que c'est compliqué comme question. Hein. C'est Ouais, je vais impressionnant. peut-être compliquer Ouais, un ça- peu les choses encore, allez, histoire de dire. Je me suis réveillé, là, moi, ça va. Fun podcast, Merde, c'est Maxime, un peu zarbe et tout. Non, ce que j'aimerais bien savoir aussi, c'est que je pense que c'est un truc aussi qui est un peu spécifique au jeu de rôle par rapport à un roman, par rapport à un film. Ça, il faut C'est-à-dire qu'il y a prendre en toujours le bon vieux, la partie univers, la partie règles et compagnie. T'en as compte. certains Pas qui toujours, vont, non. pas toujours. Ah, non, C'est vrai que justement, non. Attends, on va de laisser finir, plus je en vais- plus, c'est vrai qu'on essaie de gommer la frontière, ou du moins, mais on va dire alors pour le coup, je sais plus quel terme utiliser, si c'est œuvre ou produit. On va dire dans on va dire dans violet. On va dire dans l'objet donc que tu vas avoir dans les mains, qui va être un bouquin de jeu de rôle. Là, pour le coup, je reste vraiment sur le côté livre de base. Donc première fois que tu fais, tu vois cette chose-là. Et donc tu vas avoir la partie univers, la partie règles et compagnie. Et c'est peut-être ce côté-là que voulait dire Vincent avec le système broken, c'est que comment tu fais quand tu trouves que l'univers peut être une œuvre, admettons, et que le système ne l'est pas, ou l'inverse. Je sais pas si. T'écris un bouquin et pas un jeu de rôle, quoi. Ouais. Je pense que oui, mais ça c'est pas évident aux yeux de tout le monde, ça je pense. Ce qui s'appelle, c'est un demi-échec, quoi. Ou ça peut même être l'inverse, c'est-à-dire, je sais pas l'univers. Enfin là, je suis très Voire même un basique échec là-dessus. total, finalement. L'univers est pourrave, mais par contre le système est vraiment bien pensé. Donc est-ce que, enfin, Ouais, mais pour ma par question rapport est- à quoi et bien pensé par rapport à quoi, c'est ça la vraie question. Oh putain. Moi, pour moi, ce qui est clair, j'ai c'est que mal. on est en train de parler. En fait, les paradigmes de l'œuvre et du produit, c'est exactement comme les lunettes du catholique et de l'hindouiste. Ils voient des actions sur le monde et ils ont chacun des lunettes, des prismes différents dans leur truc. Les deux paradigmes s'excluent mutuellement. On peut pas, et sur certains points peut-être éventuellement se rejoignent. Hein, je dis pas, mais voilà, les deux paradigmes s'excluent mutuellement. Mais les objets, les actions dans le monde ne sont ni hindouistes ni catholiques. Elles sont des actions et voilà. Je pense que ce que voulait dire Jeff, c'est que tu peux avoir une partie univers avec une démarche œuvre, une partie mécanique avec une démarche produit. Et que ça peut fonctionner comme ça peut se saboter. Quoi. Ouais, c'est ça, ça peut ça être- dépend de chaque jeu, en fait. Encore une. C'est ce que j'ai expliqué avec le cas de l'agence, justement. Ouais. Ouais, d'accord. Hmm. Et après, il y a des différents types de niveaux. C'est vrai. Juste, je voulais dire, quand Maxime. Vivien dit on peut pas, ce que tu dis, ça peut emprunter au paradigme du produit ou de l'œuvre. Moi, je pense qu'il n'y a pas de critères objectifs de ça sort de l'œuvre et que ça sort du produit. Ce qui compte, c'est la démarche. C'est que Ouais. Adrien vient nous dire, Je suis moi, d'accord. je l'ai pensé comme ça. Dans ce cas-là, nous, on sait, maintenant, on peut savoir, à moins qu'il nous ait menti, qu'il a emprunté ça au paradigme de l'œuvre. Mais d'accord, mais dans ce cas, euh, tous ceux qui font du jeu de rôle vont te dire que c'est une œuvre en un sens, parce qu'ils ont envie qu'on considère leur truc comme une œuvre. dans Non, le ils sens ont envie de- qu'on le considère comme un chef-d'œuvre. Toi, t'as rien compris au début Pardon, du podcast. excuse-moi, ils ont tous envie qu'on le considère comme un Non, chef-d'œuvre. par contre, le fait de se vanter Mais de oui, vouloir faire une œuvre, c'est ça ça le peut être problème, une démarche Vivien. produit. Hmm. Parce que, My brain. Mais là, on en tombe sur l'honnêteté. Là, c'est autre chose. Ouais. c'est. Segmentation fault. Please restart cellule. Après, j'ai une question. Je sais pas si ça sort du truc par rapport au jeu de rôle, Viens. par rapport à toute autre œuvre. Imaginons donc de la musique, peu importe un film ou un truc. L'artiste balance un tableau sous les yeux. Voilà, tu comprends pas, peu importe, t'as quelque chose. Le jeu de rôle a une nécessité de se faire comprendre pour que des gens puissent ensuite produire une partie à partir de ça. La base d'un jeu de Voilà. rôle, en tout Est-ce cas. que ça fait tourner l'œuvre quelque part? Est-ce que ça le fait pas tourner quelque part forcément un petit peu vers le produit? C'est-à-dire que tu es obligé de viser la compréhension quelque part. Oui, bah, si tu parles à des Français, t'es obligé d'écrire ta base en français, oui, c'est sûr. Bah déjà, non mais même Non, mais expliquer les choses, etc. Et oui, non, mais c'est pour ça qu'on dit que tout est forcément violet, encore une Voilà, fois, c'est mais. ça. Un jeu de rôle Star Trek écrit en Klingon. C'est pour ça, je pense qu'on parle d'œuvre et pas d'œuvre d'art, nous. ouais. C'est bien de le préciser, ça. Mais ce qui est intéressant quand on a vu Jeff, vas-y, non, je t'en prie, vas-y, je peux prendre la parole. Oh, vas-y, hein, Pardon. Pierre, c'est. Non, parce que j'allais relancer en fait sur autre chose.
Moi aussi, j'allais pas relancer. Bon, j'y vais. Non, c'est par rapport au l'auteur là de DD que tu faisais référence là, qui a fait un bouquin où tout est vraiment pensé. Moi, il y a un exemple qui me vient en tête. Encore une fois, maître de jeux de vampires et autres. Je vois notamment le Clan Book Malkavian, première édition. Où, pour ceux qui connaissent pas, le Malkavian, c'est le vampire fou, quoi, grosso modo, pour faire très résumé. Et le Clan Book, donc, de la première édition est génial. Enfin, moi, je le trouve génial dans le sens où t'as des textes qui sont à l'envers. Oui. T'as des textes au niveau de la mise en page est complètement farfelue à l'image du clan. C'est-à-dire que t'as des textes où faut que tu te mettes devant un miroir pour pouvoir le fond et la forme coïncident. Voilà. Et du coup, là, je me demande, est-ce qu'on s'approche pour cet exemple-là, j'espère qu'il est clair pour les auditeurs. Oui. Est-ce que du coup, en prenant un exemple pareil, est-ce qu'on est dans un truc, est-ce qu'on est dans un objet produit ou dans un objet œuvre? Mais ça, on le saura que éventuellement si l'auteur nous le dit. En fait. Ouais, et je pense que si on regarde Vampire, il suffit de regarder les notes d'intention de Mark Reinagen, où il se part dans des, moi j'appelle ça des délires, mais on va dire voilà, il dit ce jeu va changer, etc., le monde, etc. Enfin, il faut qu'on modifie nos comportements et tout ça. Mark Reinagen, il était clairement, visiblement, dans une démarche œuvre. Et après, pourtant, Vampire, il y a une partie produit, voilà, mais c'est ce qu'on a dit, quoi, violet, tout ça. Vincent. Clan Book Malkavian, je pense que c'est comme le jeu de rôle Star Wars, en fait. C'est-à-dire que tu pourrais défendre les deux thèses de manière. Tant que l'auteur nous a pas dit ce qu'il cherchait à faire, on peut pas savoir. Et même là, il peut nous mentir. Et ce qui est marrant, c'est comment le réceptionne le MJ, quoi. Oui, ça c'est encore une autre étape. Et les joueurs. Et là, après, on pourrait juger. En fait, là, on a dit le paradigme de l'œuvre et du produit dans la création d'une base, en fait, ce qui c'est un peu ce qui est sous-entendu. Mais on a fini... Non, mais c'est ça. Mais on pourrait très bien dire le paradigme de l'œuvre et du produit dans la partie, dans le maelstrom, dans le contenu fictionnel malléable. Enfin, etc. Émission et réception. L'émission, voilà, tout à fait. C'est-à-dire que comme au théâtre, on pourrait dire le paradigme de l'œuvre et du produit dans le livret, dans la mise en scène et dans l'événementiel. Et tu vois ce que je veux dire? On pourrait faire ça dans... On en parlera juste pas parce qu'on n'est pas expert. Voilà. Et puis en plus, je pense que là, vraiment... C'est même pire que ça parce qu'en jeu de rôle, les spectateurs sont aussi les acteurs, donc en fait ne sont pas spectateurs, contrairement au théâtre ou Mais moi, ce que je trouve important là-dedans, et là où je veux en venir par rapport au festival de Cannes, c'est moi en fait j'ai envie de dire à Sans Détour par exemple, j'achète un truc, je sais qu'ils sont dans le paradigme du produit sur certains trucs, bah du coup je vais pouvoir leur dire putain quel produit, bravo les gars, c'est bien fini, c'est bien léché, j'espère que vous en vendrez plein, et voire même je peux aussi leur dire j'espère que plus tard ça deviendra un chef-d'œuvre, votre chef-d'œuvre. Tu vois, ça je peux leur dire. Et eux j'espère que en échange ils me serreront la main un jour en me disant ah là là, ce truc t'as fait un truc complètement invendable, ça ressemble à rien, mais c'est original, c'est une œuvre, ça se sent. J'espère pour toi que ce sera ton chef-d'œuvre. Et j'espère qu'un jour, en fait, Jérémy Rueff, par exemple, et moi, on pourra serrer la main en disant, ah, t'as voulu faire un produit. Ah, d'accord, alors je vais le juger en tant que produit. Ah ouais, de ce point de vue-là, c'est. Partir dans la campagne à 2 de licorne. C'est-à-dire heureux, quoi, bref. En fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut faire attention, de plus éventuellement éviter d'utiliser le mot objet. En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'on utilisait tous le mot objet pour livre, pour dire des choses différentes. Mais oui. Alors que dans l'absolu, il faudrait surtout pas le prendre mal quand on regarde un livre et qu'on le trouve beau et tout. On va dire c'est un beau produit. Ouais, mais et ça les gens ne devraient pas mal le prendre. Ça n'arrivera jamais. Pour pouvoir dire c'est une œuvre, il faudrait d'abord le lire et le jouer. Et après, tu pourrais envoyer un mail à l'auteur en disant c'est vraiment une œuvre ton truc, j'ai vraiment adoré. Mais tu vois l'idée que mais ça n'arrivera pas parce que les gens vont toujours continuer à être vexés quand on leur dira c'est un beau produit et moi j'ai fait une belle œuvre. Pas dans le sens, alors que je suis entièrement d'accord avec cette définition, il faudrait au contraire que les gens n'aient plus honte, n'aient pas honte d'appeler ça un produit. Et moi je vais le dire ça. Pourquoi est-ce qu'on peut ne pas avoir honte de faire des produits? Eh ben la réponse elle est très simple, c'est parce que s'il y avait pas Sans Détour pour être un étendard du jeu de rôle au plus grand nombre sur Ulule et faire des souscriptions gigantesques qui sont même connues dans la presse et tout ça, eh bien le jeu de rôle n'aurait aucune visibilité. Heureusement qu'il y a des gens pour faire des produits en fait qui vont être achetés par tous et qui vont augmenter le socle. Et puis même ici on adore jouer, enfin moi j'adore jouer, j'ai joué à plein de jeux de rôle produits et ça m'éclate et j'ai pas envie tout le temps de jouer à une œuvre et j'ai envie de jouer des jeux de rôle qui empruntaient des violets, tout ça. Voilà, les violets, tout ça, Garde-fou, etc. Mais il est là, c'est que l'idée elle est là. Pourquoi un jour en Russie, il y a eu des joueurs d'échecs exceptionnels? Parce que les échecs étaient vendus mais à tous les Russes. C'est-à-dire tout le monde jouait à ce jeu-là. Et c'est pour ça qu'il y a eu des génies à un moment donné. Et ben c'est à ça qui servent les produits en fait de Sans Détour, de 7e cercle ou que sais-je. C'est qu'ils font que la base augmentée des joueurs augmente avec un marché et que du coup parmi ces joueurs
certains seront peut-être intéressés par l'innovation de telle œuvre qui elle aura pris des risques, même dans le sein même de Sans Détour. C'est-à-dire que le gars chez Sans Détour, il a acheté son produit, du coup il découvre la gamme les jeux de Sans Détour, et là il découvre par exemple les Chroniques des Féales. Et là, paf, c'est un jeu plutôt arty, avec plein de textes littéraires écrits par Mathieu Gaborit, dans un univers qui est pas totalement consensuel. Voilà. Et moi, je trouve ça bien, en fait. Les deux paradigmes, et s'excluent mutuellement. Mais les gens qui travaillent à ces paradigmes, eux, ne doivent pas s'exclure mutuellement. Ils doivent travailler ensemble parce qu'ils sont nécessaires les uns aux autres. Ouais, les gens qui font des produits sont nécessaires aux gens qui font des œuvres, et les gens qui font des œuvres créent des routines et des originalités qui plus tard serviront à ceux qui font des produits. Donc, ne vous engueulez pas entre personnes qui défendent ces paradigmes différents. Vous marchez dans des directions différentes, mais vous vous aidez mutuellement. Donc ça sert à rien de se taper les uns sur les autres. Vous êtes sur le même chemin, mais vous y allez pas dans la même direction. Encore une belle porte ouverte, j'aimerais dire, dans une maison d'édition ou un collectif, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait certains qui aient le point de vue œuvre et le point de vue produit quelque part. Ça peut être qu'une force. Tout finalement. à fait. D'où la réponse à une question qui a été soulevée à un moment donné, de parler de la collaboration. On n'a pas parlé des moments où les deux entités collaborent en fait. Je sais plus qu'à un moment donné il y a quelqu'un qui a dit ça. Et là on est en train d'en parler en fait directement. Je crois que c'est toi Adrien. C'est-à-dire que du coup, par exemple, peut-être que Grumpf, quand il regarde Sens, il se dit bon, moi c'est pas du tout ma cam, c'est pas du tout mon truc, mais dans Sens, il y a des innovations par exemple qui m'intéressent, je les prends et je les mets dans mes produits, dans mes trucs à moi et voilà. Ou voire même des gens qui font des œuvres et qui s'inspirent d'autres œuvres, etc. Enfin, les deux sont, il y a une communicabilité. Après, j'espère que t'attribues pas produit au Grumpf sans que lui ait clairement dit qu'il l'attribuait, parce qu'on a dit que c'était justement le point de vue de la personne à l'origine, non, donc on peut pas l'attribuer à quelqu'un sans sa volonté. Je cite l'exemple du Grumpf, mais je sais que par exemple, par rapport à Sens, il s'inspire pas du tout de Sens, le Grumpf. Oui, non, mais même sans ça, c'était vraiment un exemple à la con. Pour ses produits, voilà, faut que lui dise, soit d'accord avec cette idée, parce que sinon, si on commence à l'admettre, à l'attribuer aux gens sans leur assentement, on va encore se faire engueuler. Jeff, je pense que dans ce que j'appellerais moi plutôt le travail d'équipe, c'est-à-dire quand c'est pas votre cas, à certains comme toi Vivien ou toi Romaric, où vous êtes à la tête de votre œuvre. Ouais, pas pour les errants, vous avez un illustrateur avec vous, mais dans l'ensemble, enfin bref, je m'égare. Pour l'équipe, une équipe de conception, on va dire, je pense que tu as toujours le principe un peu, je sais pas si c'est le bon terme, mais trinitaire. C'est-à-dire, tu vas en avoir un qui va avoir l'idée, tu vas en avoir un autre qui va savoir comment faire en sorte que l'œuvre touche, ou que le produit touche, le public et compagnie. Enfin, je pense que il faut que tout le monde ait à peu près ça en tête. Et du coup, c'est comme ça que ça avance. Je pense que si on est que dans un paradigme ou que dans l'autre, finalement, pour sortir quelque chose, c'est peut-être pas bon non plus. Moi je crois, ça par contre, ça, tu vois, Jeff, je suis pas d'accord. Je pense qu'à partir du moment où tu as choisi ton paradigme, les deux démarches sont irréconciliables. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as choisi ton paradigme, tu peux pas non plus faire des concessions. Enfin, si tu les fais, c'est condamnable. Si tu fais, oui, mais c'est ce qu'on a dit avec Adrien et les polices d'écriture tout à l'heure. Il a raison de me le reprocher. Afin de parler aussi du travail d'équipe, parce que c'est vrai qu'on l'a pas trop dit dans le podcast. Les collectifs d'auteurs. Les collectifs d'auteurs, c'était dans ce sens-là. Où je disais, ça peut être bon aussi quelque part. C'est important pour Shan aussi, ça. On en a pas parlé quand on a parlé de Shan, mais évidemment, vous êtes plusieurs. Ouais. Donc, à quel point, par exemple, est-ce que tu sentais, par exemple, que parmi le collectif de Shan, il y avait vraiment une ambition commune de faire soit tous ensemble un produit, ou soit tous ensemble une œuvre? Et là, moi, j'ai ma réponse perso. Hein. Vas-y. Ça dépend. Non, Vincent. On a fait le jeu pour nous. Oui, donc vous étiez dans l'œuvre. Ouais, mais nous, on voulait avoir au-delà d'un bon jeu, on voulait avoir un beau livre dans des boutiques. Oui, mais c'est votre œuvre. Justement, ça faisait partie de votre truc. C'est facile aussi, quoi. Non, c'est pas facile. Non, Vincent, c'est pas facile. Si tu dis que ta démarche, c'est le produit. Si tu dis que ton œuvre, c'est le produit, c'est un peu facile. Non, parce que non, mais Vincent, dans le fond, c'est le propos de Shan, le truc que vous vendez. Oui, c'est vrai. Eh oui. Du coup, j'ai une question, moi, c'est encore une fois par rapport au paradigme de l'œuvre. Donc, on était en train de dire, j'espère ne pas dire de bêtises, en train de dire que l'intention de faire une œuvre, c'est une démarche personnelle et compagnie. Exactement. Tout à fait. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Voilà. Alors, on doit choisir son camp au départ. Et on doit choisir son camp, pas de souci. On doit choisir vers quel horizon on marche. Tout à fait. Après, on fera des compromis. Alors, j'ai un cas de figure qui me vient en tête. À vous de trancher si c'est paradigme de l'œuvre ou paradigme du produit. C'est l'auteur qui nous le dira. C'est pas à nous de le trancher justement. C'est à l'auteur de le dire. Non mais je pose la question. Donnez-moi votre point de vue. Moi, ce qui m'intéresse de savoir sur le coup, c'est si admettons, je crée un jeu
qui est tout simplement, je crée un truc entre guillemets qui n'apparaît pas selon moi dans le paysage ludique. D'accord, un ovni quoi. Non, c'est pas faire un ovni, c'est j'ai envie de créer un truc que j'aimerais jouer finalement. Oui, bah Est-ce que je suis dans une œuvre ou pas? Enfin, je sais pas t'es si complètement dans une œuvre, parce que ce qui compte c'est ton plaisir à toi, ton propos à toi. On va dire, je crée un truc pour répondre à ma demande à moi. Tu viens de le dire, tu donnes la réponse. T'es dans Pour le moi, ça paradigme de l'œuvre. dépendra. Ça dépendra de la façon complètement dont dans tu le paradigme de l'envisages. l'œuvre. Si tu vois ton besoin comme aussi un besoin partagé quelque part, une espèce, enfin. Non. Il est dans le paradigme de l'œuvre immédiatement. Parce que même peu importe que son truc soit partagé. Toute personne qui fait un produit fait aussi. Enfin, non, pas toute personne, mais je pense que dans le milieu du jeu de rôle, il n'y a pas une personne qui fasse pas le produit sans se dire aussi j'ai envie de me faire plaisir dans le sens de. D'accord, ok. Ouais, je pense tu vois ce que je veux dire. Et je pense que le choix du paradigme, il me paraît pas si obligatoire. Je pense que t'as quand même Adrien, il l'a très bien dit tout à l'heure. Hein, il a eu clairement la double démarche. Je pense pas que tu sois obligé de dire je vise ça. T'es pas obligé, tu peux avoir conscience. Mais alors dans ce cas-là, comment tu juges tes choix? Comment tu juges de tes choix s'ils sont pertinents ou pas? Moi, c'est ça. Si t'es pas dans l'un ou l'autre des paradigmes, comment est-ce que tu juges que tes choix sont cahier pertinents? des charges, voilà, cahier des charges pour tel truc, pour tel paramètre, je voulais ça. Est-ce que c'est atteint ou est-ce que c'est pas atteint? Bah oui, donc si ton paradigme c'est pour la couverture, je veux qu'elle soit vendeuse en magasin, t'es dans le paradigme du produit, ça n'empêche pas que l'intérieur, pour les règles, je veux que ça défende tel propos. Oui, mais si c'est toi qui choisis la couverture en te disant ça non, va plaire, c'est que ça te plaît à toi. C'est pour ça que tu dis ça va plaire. Ah, forcément, je peux la soumettre à plein de gens pour voir, être sûr. Ah bah oui, mais là t'es dans le paradigme du produit. Pour la couverture. Ça ne dit rien de ce qui est écrit dedans. Mais tout ça, on oublie aussi enfin, on en a parlé, la notion de propos. En fait, c'est surtout ça. Faut pas l'oublier dans la notion d'œuvre. L'œuvre, c'est pas juste faire un truc pour soi. Mais c'est ça aussi le problème c'est un propos, quoi. Ouais. Puis le problème de la forme et le fond que vous avez introduit dans ce podcast, en fait, c'est qu'il y a un gros problème, c'est que du coup, la couverture en elle-même, c'est une œuvre à elle seule. En fait, l'illustration de la couverture, c'est une œuvre à elle seule. Donc ça on peut toujours tout découper. Moi, je parlais juste. Tout ça. Mais oui, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que moi, je parlais juste des règles d'un jeu. Je parlais des auteurs, je parlais des auteurs et des règles, pas de la manière dont celles-ci sont réalisées. Mais bon, effectivement, est-ce que c'est pas on n'a pas parlé non plus de la démarche pervertie aussi, c'est-à-dire dans le cas de Vampire, je pense que le livre de base, la première édition était peut-être une œuvre, c'est devenu un produit par la suite. Oui, repris par d'autres. Mark Reinagen a été viré peut-être. Enfin, en tout cas, il n'y en fait plus partie. Jeff, justement, Vivien, quand tout à l'heure tu parlais de Mark Reinagen par rapport à Vampire, c'est exactement ce que j'avais en tête, dans le sens où à partir du moment où Mark Reinagen est parti, vu que lui-même avait envie d'innover, avait envie de changer des choses et compagnie, effectivement au départ c'était une œuvre. À partir du moment où il est parti et que tu as eu des Justin et Chili et compagnie qui sont arrivés, c'est devenu un produit. Je me demande aussi si ces perversions-là, elles sont pas à l'origine des clichés et des connotations négatives et positives qu'on a à l'égard de l'œuvre et des produits. Tu vois, ces histoires, ces sombres histoires ou pas, parce qu'on a des histoires d'œuvres qui ont été perverties par des produits, mais on n'a pas d'histoire de produits qui ont été pervertis en devenant des œuvres aussi. Ah si, remarque, bah si, plein. Mais plein. Andy Warhol, il a fait que ça en fait. Il prend des photographies de publicité. Et puis même dans le cinéma, c'est blindé d'auteurs qui ont une vraie démarche et qui font du blockbuster tout en les noyautant de l'intérieur entre guillemets. Même l'exemple que je te donnais, je sais pas, il y a 2-3 jours quand on en discutait, dans le jeu vidéo par exemple, il y a des séries, des licences qui font des séries où tu en as à intervalles réguliers, genre les Heroes of Might and Magic, où le 1, 2, 3 avaient le même modèle, le 4 ils ont changé le gameplay profondément. Pour moi ils ont fait une œuvre, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment étudié, j'ai étudié autre chose, ça a pas plu, et le 5, 6, 7 sont revenus dans le produit. Mais du coup, il y a un moment où, pour certains joueurs, l'œuvre a gâché le produit. Et il y a eu ça aussi dans les civilisations. Le 5 a beaucoup changé. Pour les vieux de la vieille, c'était une bouse. Enfin, voilà. Je pensais à la série Evangelion aussi, qui est basée à la base. Les gens, ce qu'ils aimaient, c'était le côté complot, combat avec des gros robots et des gros monstres. Et à la fin, la série part complètement en couille, tellement que les fans ont envoyé des lettres d'insultes par milliers à l'auteur, alors que elle est cohérente par rapport au reste et que l'auteur vraiment a de plus en plus était à fond dans son trip et a fini par se mettre à dos tous les fans qui, eux, vous voyez là plutôt un produit. Et là, c'est clairement quelque part une forme. Mais en fait, il était dans la démarche œuvre depuis le début. Ouais. Mais elle n'était pas
visible forcément à ce niveau, à ce moment-là. Les autres étaient dans une consommation type de produit, quoi. Sur ce coup de la démarche pervertie, par rapport à ce que tu disais, Romaric, est-ce que on citait l'exemple donc Mark Renagan, Vampire et compagnie, puis tout ce qui s'est passé après. Je pense qu'effectivement ils ont véhiculé quelque chose de négatif fut un temps. Et le livre des 5 anneaux, même combat. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, là, je crois qu'il est là le mauvais produit quelque part. C'est-à-dire que t'as un univers qui peut être sympa, ça c'est une question de goût. À partir du moment où tu commences à dire qu'est-ce que je vais pouvoir pouvoir raconter de plus, finalement tu tombes dans la pertinence ou l'impertinence. Le truc de Vampire, c'est qu'au bout d'un certain temps, on te sortait des suppléments, tu disais mais à quoi il va me servir ce truc-là finalement? Ça me sert à rien. Il parle d'un sujet. Pour Vampire, ça va parce qu'il y avait une vraie note d'intention dans le bouquin, donc on sait qu'il avait une démarche créative. Les gens des 5 anneaux, alors je connais pas les auteurs, mais je serais très très étonné qu'il y ait une démarche d'auteur derrière, quoi. C'était un jeu de cartes au début, c'est devenu un jeu. Le but c'était de faire un produit fun. Alors, je peux te répondre vite fait. Il y a eu une démarche d'auteur, mais effectivement, à partir du moment où il y a eu une démarche d'auteur, c'est passé sur du non officiel. D'accord. Maxime. Je réfléchis depuis tout à l'heure, juste pour être clair, on a trouvé plein de démarches qui ont été perverties, qui avaient au début une vision œuvre et qui sont devenus des produits. Et depuis tout à l'heure, je me dis putain, est-ce qu'il y a l'inverse, est-ce qu'il y a l'inverse, est-ce qu'il y a l'inverse? Et oui, voilà, depuis le début, on le dit, Fatal. On en revient, et ça existe. Ouais. Il a une démarche produit depuis le début. Il veut vendre un jeu qu'il pense, et il s'est foiré. Et au final, c'est devenu une œuvre. On peut pas avoir. Enfin, moi, c'est plutôt un exemple positif qui m'intéresse, quoi. C'était peut-être un exemple positif. Mais moi, ce qui m'intéresse juste dans cette conversation, c'est de se dire que au départ, chacun doit faire un choix de paradigme qui va impliquer vers où il marche, mais que on marche peut-être tous vers le chef-d'œuvre, ça on le sait pas. Et donc marcher vers l'œuvre, ça veut pas dire que marcher vers le chef-d'œuvre, et marcher vers le produit, ça veut pas dire non plus marcher vers le chef-d'œuvre obligatoirement, etc., etc. Et moi, ça c'est vachement important de le dire, parce que sinon, à chaque fois que je vais dire, moi je cherche à faire des œuvres, les gens entendront Romaric brillant, gros prétentieux, etc., etc. Et ça, j'en ai vraiment ras-le-bol. Le problème, c'est que dans le mot chef-d'œuvre, il y a œuvre. En même temps, dans tes propos, ça sonnait comme ça. Ça sonnait comme ça. Quand moi j'entendais tes podcasts, tu disais sans détour, ils font des produits, les ludopathes, ils font des produits. C'était quand même très négatif. Je sais, mais bon, enfin après tu peux t'excuser. En plus, je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc de fou. Je m'excuserai pas d'avoir pu penser quelque chose. Par contre, ce serait vraiment bête de pas avoir changé d'avis, je pense. Fabien me l'avait dit depuis très longtemps, ce que je suis en train de dire là. Écoutez le podcast sur l'indépendance volume 2. Fabien parle déjà de ça et il est déjà en train de me dire Romaric, attention, machin truc, moi j'ai pas envie de chier sur les éditeurs, j'ai pas envie de ceci, de cela. Je l'avais entendu, mais je l'avais pas compris en fait. Et je l'ai compris en allant à Cannes, en rencontrant les gens de Sans Détour, en discutant avec Camille, et puis en voyant en fait que moi, si mon travail il était inclus dans le projet de Sans Détour, mais je coulerais leur entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis mauvais pour eux, et eux ils seraient leur travail, à mon sens, serait mauvais si c'était moi qui faisais la vaisselle de Sans Détour. Pour eux, ce serait pas bon. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ce podcast va se finir avec des petits poneys, des licornes magiques, tout le monde heureux, quoi. Non, parce que quand même, je pense que il reste que ensuite, pourquoi est-ce que j'ai choisi le paradigme de l'œuvre et pas le paradigme du produit? Et là, par contre, on peut peut-être s'engueuler. Voilà. Mais c'est une autre histoire. Et en attendant, voilà, on peut quand même au moins s'entendre sur ce point. Je voulais dire ça et je voulais aussi revenir sur la problématique des salaires à payer. Je sais plus qui est-ce qui a dit au début du podcast que aussi l'éditeur était dans une démarche de salaire à payer. Ouais, c'est toi qui avait dit ça. Ouais. Et donc c'est un petit peu ce que voulait dire aussi Jeff. Ça se rejoint un petit peu. Il mettait un rapport à l'argent dedans. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment dans l'œuvre aussi, t'as un rapport à l'argent aussi, toi. Oui, mais dans la mesure vivre. Le rapport est différent, je pense. Enfin, alors, le rapport à l'argent dans le paradigme œuvre-produit. Le même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, dans le milieu du jeu de rôle, et uniquement du jeu de rôle, c'est le même. Puisque le jeu de rôle est un marché de niche, et puisque, voilà, enfin. C'est-à-dire, c'est le même. Personne dans le jeu de rôle ne va chercher à s'enrichir sur le jeu de rôle. C'est pas possible. D'accord, ouais. Mais en vivre, je pense que tu fasses une œuvre ou un produit, c'est la même démarche. D'accord. Tu vas pas avoir ça dans le cinéma ou la musique, où là vraiment t'es dans des industries où tu peux t'enrichir. Je suis vraiment d'accord avec toi. C'est bon ce que tu dis là. Ça, c'est bon. C'est-à-dire qu'en fait, le rapport à l'argent entre éditeurs traditionnels qui font des produits et œuvres est finalement exactement le même. C'est-à-dire qu'on cherche à valoriser notre travail et uniquement ça. Oui. Et dans le fond, là-dessus, on est totalement d'accord.
Juste vivre de ce travail. Ouais, d'accord. On n'a pas le désir de maximiser des profits, de gagner du fric. Personne ne l'a. Ah putain, c'est bon ça. Ça c'est très bon. Donc en fait, au final, on n'est pas concerné par ce type de corruption, tu vois, quelque part. Ouais, moi, la nuance que je mettais, c'était sur notre manière de percevoir cet argent. C'est-à-dire que pour l'éditeur, il a des salaires à payer que nous, on n'a pas. Et donc, notre décision du prix, par exemple, de l'œuvre ou du produit, ça se fait pas de la même façon. Je dis pas qu'on n'a pas de problématique d'argent, mais oui, non, mais t'as raison. C'est l'éditeur a des salaires à payer. Il peut pas se planter, l'éditeur. Enfin, le produit ne peut pas se planter parce qu'il y a des gens qui ont des salaires. Le produit peut se planter un peu, mais pas tout le temps. Donc l'éditeur peut prendre quelques risques, mais peut pas faire ça à chaque fois. Alors que moi, dans le paradigme de l'œuvre, Romaric, est-ce que tu envisages de faire des produits vaches à lait? C'est-à-dire de faire un produit qui marcherait, qui te rapporterait de l'argent de façon régulière pour derrière prendre des risques sur autre chose. Non, toi tout le temps tu prendrais des même risques. Dans le milieu du jeu de rôle, ça se passe. Par contre, parfois je fixe certaines marges pour en sachant que là je vais marger pas mal parce que ça va être un produit à grosse marge. Le Val typiquement, on rappelle livre 4 € d'impression vendu 20 €, 16 € de marge par rapport à un sens qui en vaut 12. Ça m'arrive de choisir des marges, tu vois, de marger davantage. En me disant sur ce jeu je gagnerai beaucoup d'argent, ça me permettra plus tard de faire une marge moins grande sur un autre projet. Et est-ce que là t'es pas dans une démarche du coup est-ce que tu dévies pas un peu de ta démarche initiale quand tu fais ça? Un tout petit peu, mais un peu. Est-ce que c'est pas envisager le Val comme un produit? Ouais. Bah non, parce que moi je trouve cet aspect le Val comme un produit, les gars, écoutez-vous. Non, mais on a dit un petit peu, on n'a pas dit complètement. C'est ta part de bleu, voilà. Un peu plus de bleu que ce que tu mets dans Sens. D'accord, ok. C'est ça. Okay. Moi, juste un truc, j'ai l'impression, en fait, si on envisage le jeu comme un produit, on l'envisage dans une logique quelque part capitaliste marchande, c'est-à-dire, je te donne un objet, tu me donnes de l'argent en échange parce que voilà, tu estimes, enfin. C'est comme ça que j'ai rempli le cahier des charges qui te fait plaisir. Quoi. Et c'est normal, parce que c'est comme ça dans la société dans laquelle on vit, c'est normal, je te rends un service, tu me donnes de l'argent en échange. Là où l'auteur, on pourrait peut-être considérer qu'il vend parce que il a besoin de vivre, juste voilà. Mais si on lui donnait 2000 € par mois, c'est le chiffre que tu donnes toujours, tu serais tout à fait disposé à donner ton truc juste pour diffuser au plus grand nombre. Alors je le vendrais forcément à un certain prix, au moins au prix d'impression, parce que j'estime, mais ça c'est un autre débat total, que quand tu donnes un objet à quelqu'un, il n'a pas le même regard que s'il a payé pour acheter dans notre société contemporaine. Et là je te parle vraiment, c'est aujourd'hui à un instant T, si tu lui donnes gratuitement, les gens ils vont pas le regarder, c'est comme un tract, un prospectus, ils vont même peut-être parfois le jeter, alors que s'ils ont payé, ne serait-ce qu'un euro symbolique, c'est un peu le don, le principe des PDF où tu donnes ce que tu veux, tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Vincent, tu veux je revenais sur la dynamique, enfin sur le problème de l'argent, sur ce que disait Adrien. Un éditeur qui a des salariés a une responsabilité vis-à-vis de tierces personnes. Ouais. Toi, en tant qu'auto-éditeur, ta responsabilité n'est que vis-à-vis de toi-même. Tu peux prendre des risques parce que ça ne t'impacte que toi. Ouais. Si tu te plantes, tu te plantes. Tout à fait. Si tu as des salariés et une responsabilité vis-à-vis d'autrui, tu fais pas n'importe quoi. Ouais, en tout cas, ta démarche œuvre-produit il va y avoir cette considération-là qui va rentrer en ligne de compte. En fait, ce que tu disais au début, c'est que, je suis désolé si je répète, juste pour être sûr que j'ai bien compris, c'est que le côté underground et le fait qu'il n'y ait pas énormément de marché dans le drôle fait qu'on est préservé du caractère mercantile, alors qu'en fait, on vise tous, en termes d'argent, juste à en vivre. Tout seul pour l'auteur, avec ses salariés, pour l'éditeur. Oui, c'est donc, ça. Juste, on se préserve de. Je te passe la parole après. Juste un dernier point par rapport à ça, par rapport à ma politique personnelle aussi. Il y a une démarche derrière en tant qu'auteur de mes jeux qui est que j'ai envie d'en vivre pour pouvoir dire ensuite dans des interviews, des trucs comme ça, regardez, c'est possible de vivre du jeu de rôle, parce que je pense que dans le milieu du jeu de rôle, le fait que ce soit désespérant de ne pas pouvoir en vivre, ça nuit un petit peu à l'optimisme des rôlistes et donc à la dynamique du média lui-même. Et je pense que si un jour il y a beaucoup de personnes qui peuvent dire regardez, je vis du jeu de rôle, peut-être qu'on aura des écoles qui seront spécialistes en game design de jeux de rôle. Peut-être qu'on aura, vous comprenez, vous voyez là où je veux en venir ou pas? Un petit peu comme ce qui passe dans l'e-sport en ce moment, avec de plus en plus de personnes qui commencent à pouvoir dire qu'ils peuvent en vivre, et du coup ça favorise la création. Il va te falloir des tas de produits pour développer ton marché. Non, mais justement, et deuxième élément, c'est que moi je pense que justement ce sont pas forcément les produits qui vont permettre ça à l'heure actuelle, dans le modèle actuel. Ce sont pas forcément les produits qui permettront ça, justement à cause des risques que les éditeurs prennent, que moi je ne prends pas. Si tu veux, c'est plus facile à mon avis aujourd'hui, en l'état actuel du marché, de vivre seul du jeu de rôle,
que de faire prendre des risques à une entreprise. Je pense que toi, dans ta démarche, tu ne développes que très peu le marché le marché du jeu de rôle. Quand un éditeur comme Sans Détour va faire des adaptations de la Brigade Chimérique ou des Lames du Cardinal qui sont des best-sellers, ou le Kickstarter de Cthulhu qui a fait énormément parler. Il va faire découvrir le jeu de rôle à des gens qui peuvent y être extérieurs et va développer le marché. C'est pour ça que je te dis qu'on est indispensables les uns aux autres. Oui. C'est ça que je te disais tout à l'heure en fait. Donc, je sais pas si Sans Détour considère qu'ils ont besoin de toi par contre. Ouais, alors moi, mais les joueurs, oui, parce que les joueurs, ils sont contents de pouvoir ensuite tomber vers l'œuvre. Oui, et puis Sans Détour, ils sont peut-être contents. Si, j'ai un exemple. Grégory Privat, par exemple, qui officiellement dit que dans Bimbo, il y a des tas de mécaniques qui lui ont été inspirées par les discussions qu'on a eues sur la cellule. Okay. Voilà. Oui, et puis je suis con en fait. L'appel de Cthulhu V7 est plein de petits trucs qui ont été pris dans des jeux plus mineurs, plus indépendants. Ouais, je pense, ouais. Voilà, donc il y a un aller-retour quand même. Jeff, tu voulais prendre la parole? Non, c'était simplement par rapport au rapport à l'argent dans le milieu du jeu de rôle. C'est vrai que c'est inacceptable de penser ça. Je suis pas du tout d'accord et j'ai décidé que je venais troller ce podcast. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je sais pas. J'ai décidé de venir en faire chier. Bonjour tout le monde. Et ça me tombe sur la gueule. Génial. Merci. C'est encore toi qui te fais interrompre. On t'aime. Je suis d'accord avec toi, Jeff. Ok. Merci. Tu sais pas ce qu'il était en train de dire. Hein. Heureusement, donc tu soutenais Dieudonné et Alain Soral, c'est ça? Ah oui, tout à fait, c'est mes origines coupables. En fait, je suis pas d'accord avec toi, Jeff. Donc Jeff, vas-y, reprends. Donc je disais effectivement le rapport à l'argent. Toi, tu me dis, tu donnais l'exemple, on va dire positif. Effectivement, si on pouvait gagner de l'argent, vivre correctement et autres, ça pourrait justement donner plus de visibilité. Mais je pense que le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'argent dans le milieu, façon de parler, ça pardon, dans le monde du jeu de rôle, je vais dire ça comme ça, c'est quelque part ça le préserve. Je m'explique. J'aime bien dire ça avec des personnes qui ont pas cette passion comme moi du jeu de rôle. J'en ai effectivement autour de moi. Et du coup, je leur dis souvent c'est génial. Moi cette pensée-là, elle me fait très très peur parce que j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire, c'est heureusement que le jeu de rôle est un marché de niche et non, attention parce que j'ai quand même remarque, j'ai quand même l'idéal effectivement qu'il y ait plus de visibilité, que les personnes que je connaisse qui bossent du jeu de rôle puissent vivre quand même de ce qu'ils font, parce qu'il y a un sacré boulot derrière. Je suis quand même pour ce truc-là. Hein. Je veux pas que ça reste tel que c'est, mais pour l'instant, ça a quand même un effet positif. Okay. Ça nous préserve dans le sens où, comme je le dis toujours, moi, ma passion, je suis fan de jeux de rôle. Je connais des personnes qui sont fans de football. Moi, personnellement, dans le monde du jeu de rôle, il y a des personnes que j'estime énormément, comme toi, par exemple, comme le groupe ou je sais pas qui, que je peux rencontrer, discuter avec. Alors que le fan de football, il rencontrera jamais Zlatan Ibrahimovic. D'accord, ok, ouais. Tu vois? Okay. Et pour ça, je suis content de ma passion à ce niveau-là. Ça me fait plaisir. Mais oui, évidemment, l'argent là, actuellement, on parle de ça, mais que tu fasses une œuvre ou un produit, de toute façon, t'es dans la même galère. C'est-à-dire que tu vas en chier pour en vivre. Mais complètement. Par contre, le jour où le marché du jeu de rôle se développe, tu vas te faire des couilles en or à faire des produits et tu vas galérer à faire des œuvres. Ouais. Comme dans tous les marchés. Bien sûr, il faut ajouter quelque chose par rapport à ce podcast avant de le conclure. C'est que bien sûr, tout ce qu'on dit là est valable aujourd'hui, à un instant T. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui les éditions Sans Détour vendent de plus en plus de livres et que du coup, Grégory Privat venait encore il y a pas si longtemps sur la cellule me dire que mon chiffre des 500 exemplaires vendus, il est explosé totalement par les chiffres de Sans Détour et tout ça à l'heure actuelle. Parce que le jeu de société se développe, le jeu de rôle se développe également, et bien sûr, tout ce qu'on est en train de dire là, dans 10 ans, ce sera totalement obsolète. Le jeu de rôle aura explosé, il se vendra à des millions d'exemplaires. Ce podcast ne sera plus du tout d'actualité, n'est-ce pas? Soyons optimistes. Soyons optimistes. Tu voulais ajouter quelque chose avant que je fasse Non, pas du tout. J'espère, j'ai le plein de mon jet là à faire pour repartir. Eh bien, iTunes. Pourquoi tu me dis iTunes? Ah oui, j'allais oublier. Oui, les éditeurs, ça Darky me demande toujours effectivement parce qu'il paraît que c'est ah pardon. Non rien. Non, tu voulais faire une blague. Darky me demande toujours un petit peu de vous demander en fait à la fin des podcasts éventuellement de noter le podcast de la cellule sur iTunes et d'y faire quelques commentaires afin que celui-ci ait plus de visibilité sur iTunes. Donc moi j'aime pas du tout faire ce genre de message, hein. C'est pareil que du coup on va le faire. Alors si vous avez aimé ce podcast, vous n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Moi, j'aime pas trop lâcher vos coms. Ouais, que ce soit sur Twitter, Facebook ou mais il paraît encore que c'est sur super important iTunes, pour la visibilité de la cellule, important pour créer des œuvres. Et accessoirement, est-ce qu'on a le droit de faire un coucou parce que t'as parlé de Sans Détour et moi j'aimerais bien faire un coucou à une personne qui bosse entre autres. On est comme à la télé maintenant, c'est trop bien. J'ai à vendre Mercedes décapotable. Mais s'ils sont si accessibles.
Non, mais, coucou à tous les gens qui me reconnaîtront. Juste faire coucou à un certain Maillard Chakri, tout simplement. Juste de l'envie, voilà. Je l'ai rencontré. Moi, je l'ai rencontré justement à l'occasion de ce festival Cannes. Il fait partie de ces gens avec qui j'ai un tout petit peu parlé. Et je sais qu'il a un avatar Megaman magnifique sur Facebook. Je pense que c'est quelqu'un d'une grande qualité. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Bien sûr, on était un peu confus parfois. Ce sont des thématiques qui sont extrêmement difficiles. On espère que ça vous aura fait réfléchir. Et puis, nous, voilà, nous, on est contents de ce qu'on a fait. Enfin, moi, je trouve qu'on a bien découvert. C'est ça qui compte. Nous, dans notre démarche, on a fait une œuvre là. Il y a vraiment de la démarche à la réflexion, c'est pas mal. Moi, merci à vous, à bientôt. Portez-vous bien, jouez bien. Lâchez des coms. Ah, que ciao. Salut.